Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamas. Vous écoutez Road to Utile. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes et c'est parti. Allez, c'est parti pour le podcast Road to Utile. Vous aurez ici le format pour lequel on se destine à vous faire le plus d'épisodes, c'est-à-dire les comptes rendus de notre entraînement et le plan pour les semaines à venir. Alors, on commence d'abord avec une petite annonce, comme elle se doit, et puis après, j'enchaîne sur le podcast. Éclatez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Bon épisode. De te voir. Eh ben, réciproquement. Bon, il y en a un, il a meilleure mine que sur une photo. Hein. Tu parles de Christophe ? Quelle photo ? Quelle photo ? La photo à d'arrivée. l'arrivée. Ah, Et oui, et ça, on va en parler. L'homme au gros mental. Il y a le fiston qui voulait vous faire coucou. Voilà. Salut, bonhomme. Ben, si, c'è Fergus, Christophe Yamas e Nicolas Jex, che era il nostro sponsor, et ça qui a marche dato plus. un po' di soldi. Ah, c'est cool. Et moi, ça marche plus. Ah, ben non, on t'entend plus. Ciao. Voilà. Le fiston, on vient d'aller courir ensemble, et donc là, il va aller se doucher. Bon, Kiki, t'es parti ? Oh, putain, qu'est-ce qui m'arrive ? Oh là là. Pour le tout, c'est qu'on t'entende. Hein. Ouais, mais bon, Ouais. quand même. Tu nous vois au moins ou pas ? Ouais, je vous vois, moi. Bon, ben c'est pas grave, t'inquiète pas. Effectivement, l'essentiel, Ouais. c'est qu'on t'entende et que Ça, tu nous c'est entendes. du débit. Bon, démarrer, hein. Bah oui, écoute, on attendait qu'une chose, c'était que tout le monde soit là. Tout le monde est là, donc on va pouvoir y aller. Messieurs, je suis. Attendez, j'ai pas enregistré de mon côté. Hop. Voilà. C'est cool. Je suis super content de vous avoir. Alors déjà, revoir mon binôme que j'avais pas vu depuis un peu plus presque une semaine. Non, une semaine. On s'est quitté il y a une semaine, Fergus. Une semaine, exactement. Une semaine. Nicolas Jex, tu nous as soutenus financièrement et pas que financièrement, donc merci beaucoup. Et puis le coach, bah, pour le coup, on le voit pas, mais on l'entend. Salut. Bonjour. Et bonjour. Bon, et Fergus, tu peux dire bonjour. Bien, je laisse. Bonjour à tous. Bonsoir, chers amis. Bon, alors. Aujourd'hui, forcément, on va débriefer de notre ETILE de la semaine dernière parce que oui, on y était, il n'y a pas de secret là-dessus. Dans les conditions, on en reparlera. Mais comme on a Nicolas Jex qui est notre invité aujourd'hui, on va peut-être déjà te laisser te présenter, Nicolas. Allez. Donc, Nicolas Jex, marié, un garçon de 23 ans, 57 ans, donc le plus vieux de la bande. Voilà. Ah, t'es plus vieux que Christophe ? Jeune triathlète dans la pratique et vieux dans l'âge. Voilà. Un peu quand même, hein, par rapport à ces petits jeunes. Voilà. Après, je fais le plus beau métier du monde qui est souvent décrié, donc je suis promoteur immobilier. Voilà. Et passionné par le sport, les valeurs du sport et d'autres. Voilà. C'est ce qui m'a amené à venir vous aider pour participer à cette course et réaliser un de vos rêves. Voilà, vous avez bien réalisé et très fier de vous. Clairement, Merci beaucoup. Pour la petite histoire, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu échangé en off. Donc toi, à la base, tu étais un auditeur du podcast Devenir triathlète. Tu as entendu parler de Christophe dans le podcast et puis comme il est pas très loin de chez toi, tu l'as contacté, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà. Donc, grâce à toi, voilà, donc et tes podcasts, j'ai découvert Christophe. Et donc, je l'ai contacté et j'ai découvert une très belle personne et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément.
Donc, effectivement, quand j'ai entendu votre podcast sur la suite et que je vous ai un peu écouté, que vous m'avez fait rigoler, que je vous ai trouvé plutôt pas mal, je me suis dit que j'allais vous accompagner dans cette aventure financièrement pour que vous alliez au bout. Voilà, et puis c'était aussi un peu pour te remercier, Armano, par rapport à tes podcasts que tu réalises, parce que je trouve que c'est pour les jeunes triathlètes qu'on est débutants, c'est une vraie aide et une vraie source d'inspiration. Voilà. Et puis en plus, tu es toujours de bonne humeur, toujours content, malgré tous les obstacles et les contraintes que tu peux avoir dans la vie. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aide ce garçon qui devait être pas mal dans la vie. Voilà. Puis j'ai appris à découvrir Fergus, qui est aussi une très très belle personne. Donc j'étais vraiment ravi de vous accompagner dans cette aventure. Eh ben, super. On peut rejoindre de bonne compagnie dans ce cas. Ce soir, c'est avec plaisir qu'on discute enfin tous les quatre et qu'on va pouvoir faire ce débrief sur la course. Et avant même la course, le trajet. C'est vrai qu'on pour des raisons écologiques, on a décidé d'y aller, de faire le voyage en train. Et donc ça, c'était déjà le début de l'aventure avant même le début de la course. Clair, c'est clair. Juste avant qu'on commence, je voulais quand même préciser que bon, ça n'a pas pu se faire parce que c'était aussi un coût assez important. Et puis, je pense que tu as été aussi un petit peu retenu, Nicolas, au niveau professionnel. Proposer de éventuellement nous accompagner jusqu'à Eutileux, même en train à l'aller pour être spectateur sur la course. Alors, je me permets de te dire que tu as raté ton année parce que si tu as l'intention de le faire une autre année, cette année, c'était vraiment les conditions idéales pour les spectateurs. Du soleil, pas de mer, enfin, tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, si t'as pas pu venir, mais s'il fallait venir, c'était vraiment cette année-là qu'il fallait le faire. Ouais, j'aurais vraiment bien aimé, mais c'était un peu, financièrement un peu compliqué. 2, j'ai le coach qui m'a donné des objectifs parce que j'ai une course ce week-end. Donc, il fallait que je travaille aussi un peu mon physique. Et c'est un vrai regret parce que j'aurais bien aimé vous prendre en photo et vous accompagner pour derrière faire un petit reportage photo et raconter un peu en images votre belle aventure. Bon, mais c'est pas grave, nous, on va te raconter. Du coup, Fergus, comme tu le disais, hein, déjà, l'aventure, elle a commencé bien avant la compétition parce qu'on a décidé d'y aller en train pour des raisons écologiques. Et ça, on a découvert les joies, non pas de la SNCF, qui pour le coup n'était pas trop mal, mais surtout de leurs compatriotes, de leurs confrères de la Dutchbahn, la société de chemin de fer allemande. C'est sûr qu'en bon français, on a l'habitude de crier de décrier en tout cas nos institutions, nos moyens de transport, tout ce qu'on peut avoir. Et en fait, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau du Japon, au niveau de la ponctualité, mais ça s'est quand même très bien passé du côté français. Et en revanche, on a appris à nos dépens et surtout avec les autres personnes qui sont venues en train aussi que voyager en train, c'est profiter de la vie et profiter aussi de certains aléas, un peu de retard. Et donc, oui, heureusement on est content d'avoir pris un peu de marge, mais ça fait partie du voyage, d'avoir des petits décalages. On a pu profiter d'un beau voyage et d'arriver, de toute façon, quelques jours, 24 heures en avance sur la course et donc d'être bien. Donc, finalement, le train, oui, on a eu quelques épisodes, mais ça ne nous a pas empêché de faire un beau voyage et d'être parfaitement en condition pour arriver à la course. Ouais, et tu l'as dit, hein, il y en a d'autres qui ont pris le train aussi comme moyen de transport. Il y en a d'autres qui ont essuyé les plâtres de la ponctualité de la Dutchbahn. Mais c'était juste pour placer le fait qu'on était nombreux finalement. Il n'y avait pas que nous, il n'y avait pas que Railway ou Eutileux. Il y avait aussi les vainqueurs de cette année, à savoir la Kebab League. Et puis, il y en avait plein d'autres. Donc déjà, la communauté des francophones et des Français était la plus représentée puisqu'on était 114 Français au départ alors 114 personnes françaises au départ pour 236 binômes. Donc ce qui est pas mal. Non, 243 binômes. Donc c'est déjà un gros tiers de Français. Un certain nombre. Et puis un gros tiers de Français. Et puis sur ce gros tiers, on était facile, peut-être un petit tiers quand même à avoir pris le train. Hein. Ouais, donc c'est amusant de voir que dans ce sport, et on l'a vu au cours des différentes interviews et sessions qu'on a pu mener au cours de cette année, qu'il y a pas mal de personnes dans le sport et surtout au niveau, dont nos amis Jérôme et Arnaud de la Kebab League, qui sont végétariens notamment et qui en plus se déplacent en train. Et c'est top que ce soit eux ou Ghislain Vachette
avec son binôme Quentin sur Railway to Otilo, qui eux vont faire beaucoup de compétitions et tout en train. Et ben, c'est qu'on peut allier performance et responsabilité écologique. Donc, c'est sympa. Ça ne veut pas dire qu'on jette la pierre à ceux qui prennent l'avion. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Nous, on aime bien avoir un petit défi en plus, prendre un peu de temps en plus, un peu nos vacances, en dehors des vacances avec les enfants, de pouvoir prendre un peu de quelques jours en binôme et avec d'autres Français et d'autres internationaux pour aller sur des compètes de cet ordre-là. C'est assez sympa de prendre le temps. Et c'est un peu ce qu'on a pu faire sur une course, de ne pas être toujours pressé, un peu au cut-off, on va en parler, mais aussi de pouvoir profiter du décor. Oui, c'est clair. Et puis toi, tu as bien profité de l'aller en train parce que tu t'es bien reposé, mon cochon. J'ai bien dormi, c'était super. C'est vrai qu'avec 2 jeunes enfants, on dort pas toujours hyper bien. Et j'ai vraiment apprécié ce voyage en train. C'était vraiment, ça a été mes vraies vacances. J'ai pas mal bossé pendant les vacances officielles en famille cette année. Mais donc là, c'est 4 jours pour le Tilo. Ça a été une période où j'ai énormément dormi, des nuits de 10 à 12 heures. Donc je suis arrivé au pic de ma forme pour la compétition. Ça, c'était appréciable. Ouais, ça c'est clair, t'es arrivé au pic, toi. Parce que l'aller alors attends, l'aller on a fait. Donc moi j'ai fait Toulouse-Paris, mais évidemment t'étais pas avec moi dans le train, donc je sais pas si t'as dormi à ce moment-là, mais tu bossais, donc ça m'étonnerait. Donc ensuite on est parti de bonne heure le vendredi matin. On a fait Paris jusqu'à Hambourg, en passant par Mannheim. Donc là t'as déjà Mannheim à l'aller, ouais. Donc là t'as déjà bien dormi dans le train. Après on a fait Mannheim-Francfort, bien dormi. Nuit dormi et en plus comme on avait 2h30 de retard à l'aller, je t'ai laissé te rendormir et puis je t'ai dit que je te réveillerais juste avant qu'on arrive, donc en fait t'as fait vraiment une bonne nuit et puis c'était le bon calcul en fait. Moi j'arrivais pas à dormir, mais alors toi bien récupéré. C'est ça. On l'a dit avant les courses, le plus important c'est la récup, et le plus on peut dormir, mieux c'est, sachant que pour la course, le réveil était à 3h30 du matin le dimanche. Donc c'était génial de pouvoir dormir beaucoup les deux nuits avant. Ouais. Bon, on passe sur les journées qu'on a passé un petit peu à découvrir Stockholm. Le petit truc sympa, c'est que comme on s'était vu qu'une seule fois avant, on serait quand même sympa qu'on prenne le matos, qu'on essaye de courir avec la longe et puis surtout qu'on essaye de nager avec la longe avant de prendre le départ avec tous les copains vers Sandham, le lieu de départ. Et donc samedi, comme on est arrivé samedi matin à Stockholm, on a été nager un petit peu tous les deux dans la baie de Stockholm, au milieu des, alors pas au milieu des bateaux, mais entre le bord et un ponton de bateau. On n'a pas fait grand-chose, on a fait 250 mètres, mais c'était l'occasion déjà de courir un peu avec la longe tous les deux, et puis d'aller nager un petit peu tous les deux et de goûter l'eau en maillot de bain. On avait quand même l'air mignon en ville, à moitié à poil, Fergus, non ? C'était marrant, surtout que le samedi, c'était le semi-marathon de Stockholm. Et donc, on avait juste à côté de nous tous les coureurs, les coureuses et les personnes qui étaient là pour les encourager. Et nous, on se baladait avec notre petit top kangourou thermal en maillot de bain, courant sur le côté et se jetant à l'eau en pleine ville. Les gens étaient un peu surpris, mais trouvaient ça sympathique de voir un tel amour pour la nature. Et c'est vrai que autant d'autres personnes ont pu s'entraîner et se préparer quelques jours avant pour tester l'eau en combi, et nous on l'a fait en maillot. Donc on a vu que l'eau était froide, mais que c'était ok, tu allais être à 16 degrés, c'était parfait pour nager un peu vite, et donc on savait qu'on avait des bonnes conditions pour faire la course le lendemain. C'est clair. Bon, après, le lendemain, c'était l'occasion de rencontrer les Français qu'on n'avait pas encore croisés dans le train, pour ceux qui ont pris le train. Donc, je pense à Laurent et sa femme. Je pense c'était Olivier. Et puis après, on avait croisé aussi Ghislain Vachette et Quentin Mérat. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, là, on s'est retrouvés tous ensemble. On a pu se rendre compte qu'il y avait une sacrée communauté de Français. Après la découverte, l'arrivée à Sandham. Alors là, franchement, on était franchement pas mal. Alors, c'était pas Sandham, c'était Duro quelque chose. C'était Duro, hein, si je ne m'abuse. Et là, on a passé une belle nuit dans un bel hôtel. Et finalement, quel dommage de se lever à 3h du mat, parce qu'on aurait pu bien en profiter. Hein. L'hôtel était sympa, il y avait le sauna, il y avait le hammam, le lit était très confortable. On était dans les bonnes conditions, non ?
C'était pas mal, mais là, je pense que tout le monde était vraiment focus. On s'est retrouvés, donc nous, tous les deux, on arrive comme pas mal de personnes dans Stockholm le samedi dans la journée. On fait une journée de repérage, un peu d'entraînement. Samedi soir, coucher tôt, essayer de faire une bonne nuit. Et le dimanche, rendez-vous à 14h au départ de la gare routière avec tous les binômes, toutes nationalités confondues. Et là, petite heure de route et on arrive à l'endroit où on va passer le reste de la journée, de 16h le dimanche à 3h du mat le lundi matin. Et là, donc, je pense que tout le monde était assez concentré sur sa préparation de la course, vérifier tout le matériel, faire un bon dîner et coucher tôt. Je pense qu'à 20h15, on dormait. Et c'est sûr que quand le réveil a sonné à 3h30, on était déjà dedans. Vraiment, on le sentait. C'était pas électrique, mais on sentait qu'on était prêt à en découdre. Ouais, petit point sur le briefing obligatoire pour tout le monde. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de sujet. Tout le monde était là, tout le monde était content de venir la veille du départ. Et j'ai quand même bien aimé, bien apprécié quand Stéphane, donc l'un des directeurs de course, rappelle que il est interdit de se délester de ses papiers, de ses barres, de ses gels, etc. Et en rappelant que finalement la nature est notre terrain de jeu et que si on l'abîme, ça nous aidera pas nous et ça aidera pas forcément les suivants. Et là, on a quand même eu un bel applause de tout le monde dans la salle et je trouve que c'était déjà mérité, normal mais d'un autre côté malheureusement normal qu'on soit obligé de le répéter. Ça devrait être ça devrait être même pas nécessaire de rappeler ce genre de choses. C'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Et c'est toujours bien de le rappeler petit à petit, à force de répéter des messages. Il s'ancre dans les mentalités et on arrivera, j'espère, dans quelques années, dans toutes les disciplines, à zéro déchet et zéro gel usagé jeté par terre en espérant que les copains derrière les ramassent. Mais pour le coup, nous, sur la course, on n'a presque rien vu. Moi, j'ai ramassé un petit peu de gel de personnes tombées plein ou vide, mais pas beaucoup. Il y a un grand respect de la nature. Ouais, c'est clair. Donc du coup, si vous nous écoutez, auditrices et auditeurs, n'hésitez pas déjà à pas faire tomber vos affaires. Et puis si vous voyez celles des copains qui tombent, à les ramasser, faire un petit geste de les mettre à la poubelle, ça coûte rien, mais ça peut aider la planète. Bon voilà. Donc là, on est le lundi matin, on a bien dormi, on a bien mangé, on est prêt, on monte dans le ferry à 5h moins le quart. Le ferry nous emmène justement sur l'île de Sandhamn, donc tout au nord de l'archipel de Stockholm, qu'on va devoir traverser à la nage et en courant. Et on sent effectivement qu'il y a pas mal d'électricité. Donc avec un soleil qui se lève plus tôt qu'à Paris et encore plus tôt qu'à Toulouse, puisqu'on est un petit peu plus au nord. Donc ça, c'est sympa aussi d'arriver tranquille sur le ferry. On monte sur le ferry, il fait nuit, et puis au fur et à mesure de la petite demi-heure de ferry qu'on prend pour arriver jusqu'à Sandhamn, on voit le soleil se lever, ce qui sera d'ailleurs un beau... on en reparlera à la fin, mais nous, on l'a vu se lever et se coucher. Donc, on voit le soleil se lever. Il y a quelques belles photos qui sont sur le site d'ailleurs, avec des participants qui regardent le soleil, et puis on les voit de dos en train d'admirer cet astre qui se lève. Mais on sentait quand même pas mal d'électricité sur le ferry, et puis quand le ferry est arrivé, qu'on a commencé à préparer nos affaires. Ouais, et tout le monde avait envie. C'est vrai tout le monde va avec ce genre de course, même si c'est une compétition internationale. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Certains visent le podium, d'autres visent des records, d'autres essayent juste de le terminer ou de passer un bon moment en binôme, parce que c'est ça aussi la beauté de cette discipline, c'est que tu es à deux. Donc, c'est pas juste toi contre toi, mais le faire avec l'autre ou pour l'autre, pour le partager ce moment d'effort et dans la nature. Mais c'est sûr on voyait que tout le monde était concentré. C'était la rigolade. Enfin, tu pouvais rigoler, mais en étant concentré. Et ça, c'était assez sympa. Et on voit pas mal de visages connus, de personnes, soit de copains, soit de personnes qu'on a croisées sur d'autres courses, donc on se reconnaît, on va discuter, faire des petits échanges de conseils ou autres sur le parcours. Et c'est sûr que au-delà de la concentration qui montait dans un bon esprit, c'est intéressant de voir comment se prépare chacun sur une course qui va être longue, qui va être éprouvante, et ce pour tout le monde, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu vises. C'est quand même 60 km de trail sur des chemins pas vraiment balisés, des single track, avec pas loin de 10 km en mer, dans de l'eau qui est relativement froide, 16 degrés. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tu viens, tu es préparé, tu es là pour faire le maximum. Et donc, c'est toujours sympa de voir que malgré les ambitions de certains qui soient vraiment ultra compétitives, ça reste bon esprit et des conseils à partager jusqu'au dernier moment entre toutes les personnes. C'est clair, parce qu'au final, si on compare avec d'autres courses, notamment en triathlon, on est 243 binômes au départ. Donc, ça fait 486 personnes
qui sont en tenue et qui partent. Alors, on peut se dire que c'est énorme. Oui, ça fait une grosse masse, mais finalement, par rapport à une mass start sur un Ironman où il y a 2, 3, 4 000 personnes, ça n'a rien à voir, quoi. Et encore moins par rapport à un départ sur un marathon ou un semi-marathon, notamment celui de Paris, qui est ultra chargé, quoi. Donc, finalement, ça part et ça part vite. Mais avant qu'on parte, premier fait marquant de la journée, on ferme tous nos combis, on est bien chargé, on a mis nos gels, nos barres, tout ce qu'il faut dans notre top, etc. On ferme la combi et là, tu m'entends gueuler « Et merde !» La combi, donc là, c'est le début de la journée qui commence très bien. C'est ça, le zip d'Hermano qui craque. Et donc là, on essaie de le réparer. Je vais voir les orgas pour essayer de trouver des épingles à nourrice ou autres. Ils n'ont pas grand-chose à nous donner qui pourrait arranger tes affaires. Et donc, premier élément qui est non aidant, on va dire, c'est une combi ouverte et donc avec le ventre à l'air pour les 10 bandes de nage. Et ça, c'est comme ça que tu as commencé ta journée. Et pour le coup, je te voyais, c'était pas une bonne nouvelle, mais ça n'a pas changé ton regard, ça n'a rien changé sur le fait d'y aller, ni d'envisager quoi que j'ai jamais vu dans ton regard l'idée de pouvoir abandonner ou de pas y aller. Je pense que d'autres personnes se seraient dit merde, putain, c'est foutu, ça commence mal. Et non, rien chez toi n'a laissé présager ça. Et d'ailleurs, on verra par la suite que ça ni aucune des autres galères t'ont fait plier. Et ça, c'était beau. C'est ça les guerriers du swimrun. Ouais, c'est vrai que il y avait deux choses à ce moment-là quand la combi pète. Un, je me dis merde, ça va être compliqué. Après, je me dis bon, on a testé l'eau hier, elle n'est pas si froide que ça va faire un peu de frottement, mais bon. Allez, va. On avait vu que les gels et les barres, ça tenait bien dans le top thermal, donc je m'inquiétais moins pour le fait de les perdre sur le parcours. Et puis la veille, on en avait parlé, je sais plus avec qui, mais avec d'autres Français, et on se disait que c'était déjà arrivé à quelqu'un, à une femme qui avait pété sa combi et qui avait justement essayé de la rafistoler avec des épingles à nourrice, et elle avait fini en sang à la fin de la course. Et donc je me suis dit non, même si tu me trouves des épingles à nourrice, Fergus, jamais de la vie je mettrai des épingles à nourrice pour tenir ma combi. On verra, mais sur cette course-là, en tout cas sur le swimrun, contrairement à d'autres courses, on porte pas un dossard qu'on va scratcher, accrocher ou faire tenir sur un porte-dossard comme en triathlon. Là, on a une chasuble, donc en fait, c'est comme un dossard un dossard de foot. On enfile ça comme un t-shirt, et donc ça permet un tout petit peu de retenir la combi et d'éviter que elle s'ouvre complètement. Donc j'avais un peu le ventre à l'air, mais pas complètement à l'air non plus. Donc tout ça nous fait dire que bon, allez, on y va. D'un point de vue tactique, on a peut-être fait une bêtise quand même, et je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais on est vraiment parti à la fin, quoi. On est parti, on était les derniers sur la ligne de départ. Alors, quand on est moins de 500 partants, c'est pas si énorme que ça. Après, les chemins étaient pas si larges, et puis à la réflexion, on était dernier, quoi. On est parti dernier, donc on n'avait pas non plus un petit peu de pression, où on sentait pas le souffle des concurrents derrière nous. Je sais pas si tu l'as noté aussi ou si ça a joué chez toi. Ouais, non. Moi, j'avais en tête toujours, j'écoute ce que me dit Christophe, c'est qu'il y a toujours sur le ligne de départ, malgré toutes les stratégies que tu as préparées à l'entraînement, il y a plein de gens qui se craquent complètement et qui veulent aller aussi vite que le mec qui est devant. Sauf que si tout le monde fait ça, tout le monde essaie d'aller aussi vite que le champion qui va faire son départ à 3,05. Donc, c'est pas une bonne idée. Pour moi, c'était pas déconnant de partir en tout dernier. Et d'ailleurs, ce qui nous a pas empêché de rattraper pas mal de monde par la suite. Et aussi, par chance, ça pour le coup, on a pu, sur les 2 premiers kilomètres, en étant dernier, il y avait les youtubeurs de Low Tide qui étaient en train de live streamer et qui disaient oui, bon, ils commentaient, voilà, on a su par les organisateurs, ça ce que nous on ne savait pas, que il y a une énorme invasion de méduses, mais c'est pas grave pour les concurrents, les compétiteurs, elles ne piquent pas. Et donc, on est parti, en étant en avant, on était les seuls à avoir cette info qu'elle ne piquait pas. On serait rentré dans l'eau. Et vraiment, il y avait des millions et des millions de méduses à partir de 10-15 cm sous le niveau de la mer. Ensuite, elles étaient toutes espacées de 30-40 cm max. Donc, on a croisé des milliers et des milliers de méduses toute la journée. Toi, je sais que tu as un peu une petite mauvaise expérience avec les méduses, mais le fait de savoir ça, du fait de la proximité du youtubeur, on est parti avec non pas un stress, mais plutôt dit oh bon, ok, paramètre en plus, mais il n'est pas négatif, allons-y. C'est ça, exactement. Mais bon, sur le coup, je te confirme que quand j'ai entendu Jellyfish,
Ça m'a pas rassuré. Mais bon, effectivement, de toute façon, on n'avait que 1,5 km à courir. On était déjà parti, on était dedans, et puis on s'est dit, bon, on va y aller. Bon, malgré tout, la première mise à l'eau, c'était épique. Hein. Et je ne me rappelle même pas. J'ai essayé d'y repenser, je ne me rappelle pas la première mise à l'eau. Ah, mais on était tellement concentrés qu'on a tourné les plaquettes et on s'est foutu dans l'eau. Et on a fait 10 mètres. Moi, je me suis dit, putain, ça avance pas. Et toi, tu me dis, ah ben non, on n'a pas mis les pool boys. Là, t'as tiré sur la longe, tu me dis, putain, on n'a pas mis les pool boys. Et ouais, on est parti comme des bourrins. On n'a pas fait gaffe et on n'a pas mis les pool boys. Bon, ça nous a pas plus ralenti que ça, mais c'est juste qu'on s'est arrêté. On a mis les pool boys et puis on est reparti. Mais la première mise à l'eau, c'était. Si on avait été filmé, là, franchement, on aurait fait un petit vidéo gag. Bêtisier, c'est clair. Non, mais bon, c'était un bon début. Ça nous a permis aussi quand même de confirmer un point qu'on nous avait partagé la veille, c'est qu'il fallait prendre un peu par la gauche pour ne pas tomber sur les hauts fonds. Effectivement, on voyait des personnes être un peu bloquées avec un haut fond qui remonte à 10 cm sous le niveau de l'eau. Donc, tu nages, tu es bloqué, là, tu sais plus par où partir. Donc, tactiquement, on a eu de la chance de pouvoir voir un peu quelle était la bonne trace à suivre pour ne pas se retrouver en galère. Et j'ai appris par la suite que il y a déjà des concurrents dès la première nage qui avaient, pour X raisons, abandonné. Parce que c'est l'eau, le matériel ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la course est difficile. On aura le temps d'en parler pendant cet épisode. Mais il peut y avoir des aléas sur une course comme ça dès le départ. Ouais. Et effectivement, déjà là, on marque des points parce qu'il y en a qui abandonnent, alors que nous, même si on part dernier, et même si on arrive dernier sur la première île, ben, on n'a pas abandonné. Hein. Et on n'est pas passé loin des hauts fonds quand même, hein, même si ça touchait pas. Parce que pour ceux qui visualisent pas, si vous nous écoutez, quand on nage, notre bras il fait pas 10 cm, quoi. Donc quand on a des hauts fonds, on les voit pas dans l'eau quand on arrive au bord de l'eau. Quand on regarde au long. En revanche, quand on arrive, on voit bien que le fond est très proche. Et donc, si on veut nager là, avec un bras qui fait 50 cm, c'est pas possible, on frotte, quoi. Et donc, on a pu passer juste à côté. Bon, alors après, soyons transparents sur cette première nage. Déjà, là, moi, je me sentais pas super bien. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Normalement, on avait la longe. Normalement, je devais te tirer, mais en réalité, à peine arrivé sur la première île, tu m'as tout de suite dit, bon, attends, je vais passer devant parce que ça va pas, on n'arrive pas à avancer, quoi. Donc déjà là, c'était un premier signe d'alerte qu'il y avait un truc qui collerait pas. Ouais, c'est sûr. Et autant pendant la séance d'entraînement, à la fois pendant les 6-12 heures d'entraînement qu'on a fait ensemble avec Christophe, tu avais des meilleurs stats que moi. Tu nageais au moins 5 secondes plus vite que moi au 100 mètres et tu courais plus vite aussi. Et là, direct sur la nage, je voyais j'étais derrière toi et je voyais que tu avais les bras qui croisaient, tu nageais pas comme d'habitude, tu nageais moins bien que d'habitude. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc c'est pour ça direct. Et c'est le tout d'une équipe, c'est de se parler. Tu dis ok, je sens que ce serait mieux que je passe devant. Et comme on était à l'écoute l'un d'autre, c'était parfait. On a pu switcher dans les moments où il le fallait. Et finalement, un peu plus tard dans la course, on était côte-côte. Et c'est ce qui marchait le mieux. Et le tout, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir rester lucide presque toute la course. Ouais. Bon, alors après, on va passer sur les différentes étapes, mais c'est vrai que la première arrivée sur la première île, où on se rend compte que c'est même pas du trail en fait. Alors c'est pas de l'alpinisme, mais on peut pas courir. C'est que du caillou. On sait pas trop où poser les pieds. Et puis, alors oui, ça glisse un peu, surtout à la sortie et à l'entrée de l'eau, mais c'est pas non plus. Vu les conditions climatiques qu'on avait, ça allait encore. J'ai envie de dire. Je m'attendais à pire en entrée et en sortie d'eau. Par contre, sur la traversée des îles, c'est vrai que là, ils nous ont pas aménagé parce que c'est même pas du chemin, quoi. C'est vraiment du gros caillou, du petit caillou. On saute et c'est très difficile de courir. En tout cas, avec le niveau ou la forme qu'on avait ce jour-là. Ouais, c'est de la course bouquetin, quoi. Tu dois vraiment être sur les appuis, sauter d'un appui à l'autre. En faisant attention à toutes les rochers recouverts d'algues qui glissent énormément. Et c'est donc ouais, soit tu as une single track après donc un chemin unique, on peut être que en file indienne, ou alors des rochers qui sont, il y a pas, c'est pas du tout une course traditionnelle. J'ai pas fait de gros trails, mais pour le coup, ça c'est vraiment assez unique pour quelqu'un qui a fait que de la course sur route. C'est vraiment, faut avoir des chevilles et des articulations de genoux bien préparées parce que ça n'a rien à voir avec une course sur bitume.
Bon, au-delà de rien avoir avec une course sur bitume ou même avec une course de trail, bon, on avait la prépa au niveau des genoux, des chevilles, des tendons, des mollets, etc. Parce que Christophe, tu nous avais donné des exercices spécifiques. Donc ça, la prépa, on l'avait. En revanche, savoir où, quand, comment poser le pied, visualiser le terrain et avoir la lecture du terrain pour pouvoir, si ce n'est véritablement courir, au moins avancer vite et pas perdre trop de temps, ça, on l'avait pas. Donc au moins, si un jour on est amené à refaire ce type de course, eh ben, on aura déjà cette vision-là et je pense qu'on saura comment se préparer, c'est-à-dire pas sur nos terrains habituels, mais vraiment forcer sur du terrain très, 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 très accidenté. Limite, aller en montagne sur des endroits assez volcaniques, si on en a la possibilité, et essayer de s'entraîner à faire ça, quoi. Yes. Première sortie d'eau, quand même. Toi, tu te sentais pas très bien. En plus, tu avais la tête qui tournait. Et pourtant, on avait bien mangé le matin. Tu avais pris de quoi boire et de quoi manger sur le ferry. Donc là, Ouais. ça commençait. Mais c'était pas, pour le coup, c'était pas mal de mer. Je pense que je remercie l'équipe du CHU de l'hôpital militaire de Brest, avec lesquels j'ai passé 2 semaines en avril pour faire mon stage contre le mal de mer. On a vraiment fait une course dans laquelle j'ai pas du tout été malade, donc ça c'est top. Mais par contre, effectivement, je pense que le stress du début, l'excitation du début de la course, le froid, essayer de faire des transitions rapides. C'est vrai sur les 2 premières transitions, en se relevant, j'avais un peu la tête qui tournait, mais bon. Je pense que le début de la course était plus dur qu'il n'a été par la suite. Ouais, c'est clair. Bon, alors après, on enchaîne d'une île à l'autre. Donc, on est parti à 6h du matin. Et là, vers 10h, ça commence à devenir vraiment très, 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 très difficile. Pas pour toi. Toi, tu es vraiment à ton pic de forme. Tu as une patate, un truc de malade. Par contre, moi, je commence à être vraiment dans le mal. On l'a dit, hein, c'était très technique. Savoir où poser le pied, comment poser le pied. Moi qui ai des problèmes de vue, eh ben, ça m'a épuisé mentalement, vraiment. Et à 10h, j'étais éteint, quoi. J'étais presque allongé en PLS, j'arrivais plus à avancer. Et heureusement, c'est là la force du binôme, c'est que toi, tu as pris le dessus et tu nous as tirés littéralement tous les deux. Ouais, c'est vrai que, et pour revenir là-dessus, c'est vrai que le manque de. Moi, la prépa Christophe était top, et c'est vrai que je suis arrivé, ma Garmin la veille du dimanche soir avant d'aller se coucher m'indique pic de forme. Effectivement, je me sentais bien. Et j'avais eu les signes que j'ai généralement avant les courses. Une semaine avant la course, j'ai les jambes molles, je suis tout faible physiquement, et je sais que ça va être une bonne course et que mon corps finit de se préparer, et c'est parti. Et donc le lundi, on était vraiment, c'était un super pic de forme, vraiment j'étais au top. Et toi, alors oui, certes, tu n'étais pas au top, mais il y avait pas mal de raisons aussi. Il y a eu la combi qui pète, donc psychologiquement, c'est pas super de commencer une course avec du matos défaillant. 2, le matos défaillant fait que tu brûles plus d'énergie, puisque tu es la combi ouverte, donc tu es dans le froid à 16 degrés sur des sessions 1700 mètres et plus, c'est pas hyper sympa. Avec l'incident qui t'est arrivé pendant l'été, 3 semaines avant la course, avoir un doigt cassé, un tympan percé, c'est pas des trucs hyper sympas. Et sans oublier. Pas nager pendant 3 semaines aussi. Pas nager pendant 3 semaines. C'est pas rien. Et le fait, effectivement, tu t'en parles pas trop, mais d'avoir une vue 2 sur 10 avec les lentilles, c'est beaucoup de paramètres qui rendent la course hyper dure pour toi, et à la fois physiquement, avec le doigt cassé, tympan percé, et aussi d'avoir à se concentrer 2 fois plus, prendre beaucoup d'énergie mentale pour avoir à observer le terrain qui est complètement chaotique avec une vue qui est basse. Ouais. Donc tout ça, ça me crame. Bon, en plus, 10h05, j'arrive plus à m'alimenter, j'arrive plus à boire, j'arrive plus à manger. Tout ce que je mange, c'est pas ressorti, mais c'était pas loin de ressortir. Donc là, on en rajoute une petite couche. Et puis là, toi, tu regardes ta montre, tu fais putain, on est juste là pour le cut-off, donc il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Et on commence à se taper des longues portions avec de la course, 4 km, 5 km. Et là, bah, tu joues ton rôle de binôme et tu accroches la longe et puis tu tires, quoi. Tu tires. Alors normalement, la longe, si on la tire pas trop, on est quoi? On est à 5 mètres. Et là, tu tirais tellement, il pouvait y avoir 15 mètres, la longe, elle était tendue comme un string, et puis tu me tirais, et moi, j'essayais de mettre un pied devant l'autre pour te suivre, quoi. Ah, c'est sûr que là, sur cette partie-là, c'était la première phase où j'avais vu qu'il fallait vraiment qu'on mette un gros coup de boost pour pas se sortir. Et pour moi, c'était impossible qu'on fasse pas au moins ce premier cut-off. Cette course, moi, j'en rêve depuis des années, voilà, on a décidé ensemble de la faire. On s'est entraîné ensemble. On avait un objectif commun, c'était de la faire et d'aller au bout et d'en profiter au maximum.
on n'en a pas profité au sens littéral du terme sur toutes les sections, mais c'est sûr que d'avoir ce moment, on s'est dit, putain, là, sur les 30 dernières minutes, il va vraiment falloir donner un max. Et ouais, donc on s'est harnaché, on a mis accroché les longes à nos ceintures, et là, ouais, j'ai tiré tout ce que j'ai pu. Fallait pas que tu tombes non plus, faut pas que je tire trop fort, mais ouais, j'ai vraiment tout donné. Je me rappelle d'avoir vraiment essayé de hurler de manière positive pour te motiver et te faire t'arracher jusqu'au bout. Et c'était c'était un premier gros moment d'équipe, ces quelques kilomètres vraiment à tirer à fond. Et toi, je te voyais quand je me retournais, tu courais avec le nombril en avant, à tirer par la corde. Et ça devait être, je pense, 2 kilomètres avant le cut-off. On voit un organisateur, donc un volontaire, qui était un Américain, un swimrunner qui était blessé, qui n'avait pas pu faire la course, et donc qui faisait le volunteer, Speedy Leader. Et donc lui qui vient à notre rencontre en courant, dit bon bah grouillez-vous là, faut vraiment, je vous donne le rythme, le pace, il faut que vous me suiviez, que vous allez vraiment à fond, c'est votre seule chance de pouvoir passer les cut-offs. Et donc là il imprime le rythme, on le suit, on arrache, et toi tu suis derrière, tirer tant que bien que mal, mais tu donnes tout ce que tu as physiquement, psychologiquement pour qu'on aille au bout, et on passe le cut-off à moins de 30 secondes. Ouais, et en fait, donc on a eu de la chance parce qu'en fait, le cut-off, il était à 11h15. En fait, il était dans la 15e minute de 11h, quoi. Donc, c'était jusqu'à 11h59. Et on passe le cut-off à 11h15 minutes et 4 secondes. Donc, on était vraiment, vraiment, vraiment juste, quoi. Et c'était notre première rencontre avec Marcus, d'ailleurs. Et c'était bien sympa. Mais merci d'avoir tiré, de m'avoir tiré jusque-là. Donc là, on passe le cut-off, on souffle un peu, on mange un peu. Et puis, on se dit, bon, le prochain cut-off, il est à 15h. Ça va le faire. Et là, tu demandes à quelqu'un de l'orga, tu dis, c'est comment le cut-off? Le prochain, ça devrait aller, mais celui d'après, ça va être chaud. C'est vraiment chaud. Ouais, c'est vraiment chaud. Donc là, quand tu dis qu'on boit, on mange, on prend une minute quoi, pour juste se remettre, toi, ce que tu peux avaler, et moi, pour recharger un peu les flasques d'eau. On repart. Donc là, on repart pas trop vite, mais on est encore en course active, en marche active au début de course. Et là, je me rappelle qu'on croise 2 personnes qui n'ont pas eu les cut-offs. Et je vois leurs yeux. Et là, je te dis, Hermano, regarde-les. Tu vois le regard. Eux, ils se sont fait sortir de la course. Ils n'ont pas passé les cut-offs. C'est horrible ce regard. Il faut jamais que ça nous arrive. Donc, on regarde bien ce regard en tête. C'est notre motivation pour aller jusqu'au prochain cut-off et pas se faire sortir. Et là, on repart, on relance la course. Ouais, on est reparti. On arrive à passer le cut-off de 15h. Bon, je dirais pas large, mais on avait quelques minutes sur le cut-off. Et par contre, effectivement, celui de 18h15, par contre, ça, c'était autre chose. Rebelote, c'était très, 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 très compliqué pour moi. Tu m'as tiré, mais vraiment comme un porc, dans le bon sens du terme. Et tu nous as emmenés à ce cut-off, sachant que c'était une grosse partie de run avec 17 km normalement prévu au compteur. En réalité, à ma montre, moi, j'ai plutôt 18 quelque chose. Donc, si ça avait été 17, en fait, on était bien, on était large. Mais en réalité, c'était pas 17. C'était 15 sur de la route et puis 3 sur du chemin en mode trail et les derniers 1500 mètres étaient bien tendus. Donc, souviens-toi, là, alors, je dirais pas qu'on se tirait la bourre, mais on se passait plus ou moins des relais avec un binôme femme qui était devant nous quand on est arrivé sur l'île de Orneux. L'île où il y a cette grande portion, et puis au fur et à mesure à marchouiller vite, et puis courir un petit peu, on s'est mis à leur niveau, puis on est passé un petit peu devant, et puis là, tu as commencé à regarder la montre, tu dis non mais ça passera jamais. Je dis mais si on est large, il n'y a que 17 km, non mais on va prendre un peu de marge parce que si ça va pas passer, et donc là on a recommencé à courir de plus en plus vite, et puis là on a recroisé Marcus, l'Américain, qui me dit les gars, la même, c'est maintenant, faut y aller, vous allez pas l'avoir. Sauf que là, en gros, on était en haut d'une petite colline de quoi, on a peut-être descendu 150 mètres. C'est pas énorme, simplement c'était une colline dans la forêt. Moi, j'y voyais rien, j'étais dans le noir le plus complet. Toi, tu as accroché la longe et puis tu as dit on y va. Hein. Et là, tu as tiré. On descendait, je sais même pas comment j'ai fait pour te suivre. Tout ce que je sais, c'est que tu tirais, je voyais tes pieds et j'essayais de mettre mes pieds dans tes pieds parce que je me suis dit j'y vois rien pour éviter de se casser la gueule. Là où il a mis ses pieds, ça doit tenir, donc j'y vais et c'est comme ça, quoi. Et finalement, on arrive pile poil au cut-off, enfin presque.
Pile poil, et surtout, juste avant qu'on recroise ce Marcus, donc ce volontaire qui nous donne le pace sur le dernier kilomètre en single track dans la forêt, la montre indique 17 km. On savait que Horneux, c'était 17 km. Et donc, pour savoir il restait 2 minutes, pour savoir à quel point il fallait courir, faire le sprint de sa vie ou pas, je hurle dans la forêt en anglais est-ce que vous êtes là au cut-off? Aucune réponse. Et tous les 50 mètres, je hurle vous êtes là au cut-off? Personne ne répond. Et là, je sais qu'on est encore loin et que les secondes disponibles sont en train de fondre comme des jeux au soleil. Et finalement, donc là, on voit le Marcus et on sait qu'il nous reste 2 minutes pour faire une portion dont on n'a pas la distance en tête, puisque le nombre de kilomètres indiqué par la Garmin était déjà au-delà de ce qu'était censé faire Horneux. Et donc, on arrive, et pareil, avec l'autre binôme féminin. Donc, on court, on prend la tête tous les deux. Je tire tant que je peux, les filles suivent derrière, et on passe ensemble, les deux binômes, ce dernier cut-off à quelques secondes près, encore une fois. Et là, c'était sympa, il y avait Marcus qui était là pour donner le pace, pour s'assurer qu'un max de personnes puissent passer le cut-off et pas se faire sortir. Et il y avait aussi d'autres personnes, dont Stéphane, le race director, qui était là et qui est venu nous checker, nous féliciter d'avoir réussi cette nouvelle barrière horaire qu'on avait passée pour nous donner le droit en fait de terminer la course et d'aller jusqu'au bout. Attends, t'es mieux, Hermano. Pardon, ouais. Et sauf que, rebondissement, ça s'arrête pas là. En fait, on n'a pas le cut-off. Et oui, c'est vrai. Et là, il nous dit, vous avez passé, avec les GPS, vous avez passé le cut-off, sauf que là, vous êtes complètement mort et vous n'êtes pas au top, mais vous avez 120 secondes pour être reparti dans l'eau, sinon c'est éliminatoire aussi. Et donc là, à moitié habillé, sans avoir bu, nous manger, hop, on se rejette à l'eau et c'est reparti. Là, il restait une quinzaine de kilomètres, je crois, 5 îles à traverser. Ouais, parce qu'on a traversé Horneux, donc 17 km, enfin 18 plus ou moins, à la Garmin. Et comme on savait que c'était long, et en plus, moi, j'ai tout fait sous la combi, au bout d'un moment, on a viré les combis. Donc, on met le haut des combis sur les genoux, là, comme on fait un petit peu en transition de triathlon. Et puis, on a couru juste avec le bas de la combi au niveau de... le bas enfilé, mais pas le haut. Et donc, quand on arrive à ce cut-off-là, Stéphane nous dit, vous avez moins de 2 minutes pour vous remettre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les quatre, donc toi, moi et le binôme féminin, on met les pieds dans l'eau. Et on lui dit, c'est bon. Non, c'est en train de nager dans l'eau. Donc là, dans le bas de combat, merde, il faut remettre les combis. Hop, on remet les combis comme on peut. Alors évidemment, on vient de courir presque 60 bornes, donc on vient de presque en nager 10, donc on a les épaules en feu. On a couru comme on a pu. Donc on essaye de renfiler la combi. En plus, on est tout en sueur, on est trempé, ça passe pas. On ferme. Tu fermes ta combi, parce que moi, la mienne était toujours ouverte. Et là, Stéphane qui fait « Hé, les gars, le dossard !» Et merde, comme on avait viré les combis, tu avais mis les dossards dans le top thermal, tu avais fermé la combi. Et donc, tu lui dis « Non, mais c'est bon, c'est dans la combi. » « Non, vous nagez pas sans le dossard. » Donc, on réouvre la combi, on sort les dossards, on met la chasuble, on referme la combi. Et là, on part. Et là, c'est bon. Il nous a validé le cut-off. Et on va jusqu'à la dernière petite île. Donc là, c'était que des toutes petites nages et des toutes petites îles, des nages de 50, 100 mètres, et puis des petites îles à traverser jusqu'à arriver à Uto, où là, il nous reste 3500 mètres à courir. Ouais, des 3500 mètres, c'était sympa. On a donc toujours ce volontaire US Marcus qui fait la fin du chemin avec nous. Lui, il connaissait la piste, donc il nous indique un peu sur les îles volcaniques, très, très escarpé par où passer pour pas se blesser. Que typiquement, quand tu es après 14 heures comme ça, vraiment les jambes sont faibles. Moi, j'ai des souvenirs à un certain moment de la course, notamment après les phases où je te tirais fort avec la longe, d'avoir sortant de l'eau être glacé, mais comme j'ai rarement été, donc les dents qui claquent normal. Mais là, debout, parfois, quand je t'attends en sortant de l'eau, quelques secondes, mes jambes tremblaient tellement que mes genoux se touchaient. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu des froids comme ça. Donc ouais, le froid, manque d'énergie, et puis toute la fatigue qu'on peut avoir. C'est sûr que à la fin de la course, tu fais gaffe. Le plus important, c'est juste de ne pas se retourner à genoux. Toi-même, sur une des dernières îles, tu as glissé. J'ai cru que la course s'arrêtait là. Mais finalement, non. Mais ouais, c'est sur la fin que c'est le plus dangereux sur un terrain aussi technique. Et là, c'est vraiment le risque de chute, de tomber sur la tête, de se casser un coude ou autre.
Ouais. Non, c'est vrai que sur l'une des dernières îles qui est super glissante, moi je suis tombé et j'ai bien tapé le genou. Bon, ça va, ça nous a pas empêché de finir. De toute façon, il était hors de question d'abandonner à 3 km de l'arrivée. Mais là, tu vois, une semaine, 10 jours après, j'ai encore le genou marqué avec un joli bleu. Mais bon, ça c'était franchement le cadet de nos soucis. Ah, on a oublié aussi, je me suis fait piquer. Alors je sais pas si c'est par une méduse ou par une autre bestiole, mais j'avais aussi l'avant-bras droit. Donc le bras où mon doigt était cassé, qui était complètement endolori et ça devenait difficile déjà à la course, mais aussi à la nage, quoi. Alors, je cours pas avec le bras, mais j'avais du mal à bouger les bras et même pour nager, c'était compliqué. Donc franchement, ouais, on a été des warriors et toi, tu as été le maître de ce binôme. Franchement, tu as joué ton rôle comme un champion. Et ce qui était cool, c'est que c'était pas ce qui était prévu, hein. Comme tu as une plus grosse expérience en course à pied que moi et en nage, dans le plan, c'était que tu prennes la tête de la nage. Finalement, on a un peu inversé, puis après on a la nage à côté. Que tu prennes la tête de la course. On rigolait dans les derniers épisodes où je disais c'est cool, Hermano, il y a la longe pour me faire nager plus vite. Et puis pour la course à pied, pareil, je vais être dans tes traces. Et à la fois l'entraînement et puis l'état d'esprit dans lequel on est partis tous les deux. Quand il a fallu que les plans changent et qu'on s'adapte, on l'a fait. Et c'est vrai qu'en y repensant, on se l'est dit, mais pour moi, j'ai eu les jambes et tu as eu le mental. Je connais peu de personnes et moi-même, je ne sais pas si je l'aurais fait avec toutes les galères matérielles et physiques que tu as eues pour cette course. Je ne sais pas si j'aurais pu aller au bout. Tu l'as fait, donc vraiment, c'était vraiment c'est la beauté de cette discipline et puis de l'équipe qu'on a formée, hein, de dire qu'on avait chacun une force et on a joué l'un pour l'autre pour s'aider, et toi avec le mental d'acier et moi avec une forme physique qui était au top. Et je pense que les moments où je devais te tirer avec la longe et te motiver, il y a un des points que j'ai jamais mis en avant, c'était il faut qu'on fais-le pour moi. Cette course. C'est vrai que tu savais que c'était un de mes rêves depuis vraiment très longtemps de faire le Tilleux. Quand on a décidé de le faire ensemble, c'était on le faisait chacun pour soi. Enfin, j'avais envie de le faire, tu voulais faire cette course aussi. On l'a fait ensemble. Mais je pense que dans la motivation que tu avais à aller au bout, malgré toutes les peines physiques que tu avais, je pense que tu le faisais aussi pour moi, pour me permettre de réaliser mon rêve. Et donc, c'est pour ça que dans les motifs que je te donnais, jamais abordé ce point, je me suis jamais mis à genoux en disant s'il te plaît, Armando, finis la course, je veux la faire. Non, on était vraiment sur d'autres sources de motivation et ça rendait la course encore plus belle en fait que ce soit pas simple. On a tous vécu cette course, comme chaque course, de manière hyper singulière et personnelle. Et c'est vrai que si tout avait déroulé comme prévu et que comme le plan prévu, on l'a fait en moins de 10h30, je pense qu'on aurait eu moins de souvenirs, ça aurait été moins mémorable pour nous deux qu'elle ne l'a été cette année. Ouais, et tu l'as dit, hein, t'as pas du tout mis en jeu de s'il te plaît, finis la course pour moi. Et même à 2-3 reprises, tu m'as dit tu veux arrêter là, t'en peux plus, tu veux qu'on arrête. Et je t'ai quand même regardé, je t'ai dit laisse-moi réfléchir 2 secondes, hein, et puis après on prendra une décision. Bon, finalement, on n'a pas arrêté, mais ouais, tu as été un support et pas que physique sur la course. Tu étais là aussi pour me dire écoute, t'en peux plus, c'est rien, on arrête. On a passé le premier cut-off, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on peut arrêter, quoi. Et non, on n'a pas arrêté. Donc, merci. Tu as fait le choix, non, c'était super. Et c'était un peu la même chose à chaque étape, à chaque cut-off et à chaque vidéo. C'était bon, allez, Armando, on est bien, on avance à la bonne allure pour avoir le prochain cut-off. On se fait juste celle-là. Étape par étape. En fait, c'est comme ça dans que ce soit dans le sport, dans la vie pro ou autre. C'est si tu veux gravir une pyramide, il ne faut pas regarder le haut. Tu regardes la marche qui est devant toi, tu te fais cette marche et une à une. Et c'est petit à petit qu'on arrive. Et c'est comme ça qu'on l'a eu ensemble cette course. Ouais. Moi, je me souviens quand même, et je pense que c'est une image qui restera marquée longtemps pour moi, c'est le ponton avant la peak swim. Donc la peak swim, on le redit, c'est censé être la nage la plus difficile de cette course. Cette année, franchement, ce n'était pas la plus dure. La plus dure pour moi, c'était la première, voire la deuxième, tu sais, celle où l'eau était un peu calme, mais il y avait des bateaux qui traversaient et qui nous balançaient leurs vagues. Non, la peak swim, ça aurait dû être la nage difficile, avec des courants qui s'entremêlent, très exposés, etc. Et là, c'était une mer d'huile. Il n'y avait rien. C'était nickel. Et franchement, on était sur ce ponton parce qu'il fallait sauter du ponton pour se mettre à l'eau.
j'en pouvais plus. Je t'ai regardé, j'ai regardé devant l'île d'après, je t'ai re-regardé, je t'ai dit bon, on essaye quand même de la faire celle-là. Et tu dis, oh, moi je suis chaud, on y va. Allez hop, on a sauté, on est parti. Et franchement, je pense que cette image-là, elle restera gravée longtemps. C'est vraiment un petit peu ce qui pour moi, illustre cet Otilo. Au-delà des 2 fois où on a couru après le cut-off et tu m'as tiré comme un cochon, c'est aussi ce moment où tu es à 2 doigts de jeter le dossard, de jeter le pull boy et dire non, mais c'est bon, allez hop, je bâche, je rentre. Il y avait le bateau qui était là. Le bateau, il nous ramenait à l'arrivée et puis c'était terminé, quoi. La galère était finie. Il était même pas 15 heures, on a fini à 20h07. Et donc, il restait encore au moins 5 heures de course et on n'a pas jeté l'éponge, quoi. Et ça, c'était une belle image. Ouais, non, c'est sûr. J'ai vu que tu as vraiment hésité. Il a fallu te poser. C'est le seul moment où, d'ailleurs, tu t'es vraiment assis pendant 1 minute ou 2 pour faire je sais pas à quoi tu as pensé, hein, mais là, je pense que tu t'es vraiment posé la question. C'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas. Et quand tu t'es levé, tu me demandais si j'étais chaud pour la faire. Alors, bien sûr, j'étais chaud pour la faire, mais le plus beau, c'était que toi, tu étais chaud pour le faire. Et je me suis dit qu'une fois qu'on avait passé ça, que ça allait le faire. J'ai vu dans ton regard que tu voulais te dire, OK, je veux faire cette Peak Swim, la fameuse, la légendaire. Et voilà, je me dis, si tu as la motivation et la foi pour aller la faire, c'est qu'ensuite, toutes les étapes ne seront que des petites sections qu'on mangera une à une et on ira la terminer cette course. Et on l'a fait. Bravo. Et c'est ce qu'on a fait. Et on le disait tout à l'heure, hein, donc quand on était sur le ferry qui nous a emmenés à Sandam, on avait le lever du soleil. Et nous, ce qu'on a eu par rapport à tous les autres concurrents de cette année, c'est qu'on a fait nos 3 dernières nages et nos 3 derniers traversées d'île avec le coucher du soleil, quoi. Donc, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, et même Christophe, Nico qui est là avec nous, vous vous rendez compte, on a nagé avec le soleil qui se couche et la dernière nage, le soleil était dans l'eau. Et ça aussi, c'était magique, quoi. Et ça, personne d'autre sur la course l'a eu, sauf nous. C'est sympa, mais bon, c'est sûr que c'était une petite chose en plus sur la nage. Et c'est vrai que à propos de nage, je repense à un autre élément qu'on a eu tout au long de la course, de la première à la dernière, c'était ces méduses. Et pour le coup, certains ont dû un peu, ceux qui n'aiment pas les méduses ou qui ont de mauvaises expériences peuvent avoir un petit coup de stress dessus. Mais moi, perso, comme avec d'autres coureurs d'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper détendant, en fait, de voir ces petites méduses grosses comme un poing. Il fallait juste faire attention à ne pas les avaler en nageant, mais sinon d'avoir cette espèce de décor mouvant avec nous et qui était partout présent avec ces dizaines de millions de méduses. Je trouvais ça assez sympa, ça donnait un petit côté un peu féerique à la course et aux différentes sections de nage et du début à la fin effectivement des premières heures de course jusqu'au coucher du soleil. Ouais, et je sais pas si tu as remarqué, mais plus on avançait dans la course, plus elles étaient grosses. Alors, est-ce que c'est l'emplacement? Est-ce que c'est le moment de la journée? Est-ce que c'est la température de l'eau qui se réchauffe? Mais sur la fin, il y en avait même des beaucoup plus grosses que juste le point. Ah, j'ai plus fait gaffe. J'étais peut-être plus aussi lucide que je ne le pensais. Bon, il y en avait tellement qu'il y a eu 2-3 sorties d'eau où moi j'en avais encore sur les bras. Alors je sais pas si toi t'en avais, mais tu avais bien la gélatine sur le bras. C'est rien que d'y penser, ça me fait encore des frissons. Heureusement, elle piquait pas celle-là. Enfin. Bon, et puis on a eu aussi une chose que les autres n'ont pas eu, même les premiers qui sont arrivés, qui ont eu le droit de couper le ruban et puis qui ont eu le droit d'être acclamés par la foule présente, bah nous, on a eu le droit d'être acclamés encore mieux parce que tous ceux qui étaient arrivés étaient là. Et donc, tout le monde nous a accueillis. On a été accueillis par les vainqueurs, on a été accueillis par les deuxièmes, par les troisièmes, par les copains, par Ghislain et Quentin, qui nous ont même suivis, qui nous ont filmés. On a même eu le droit de passer en live dans le live des Type Boys. Ouais, le Type Boys. Donc, on a vraiment eu mais la plus belle de toutes les places de cette course, en fait. Ah non, c'est ça que c'était génial d'avoir les copains qui viennent à notre rencontre sur les dernières centaines de mètres et qui font les dernières enjambées, les derniers pas avec nous. C'était vraiment génial et ça, tous les amis et ceux qui avaient déjà terminé la course qui étaient là pour nous parce que chacun sait quand tu l'as fait que tu l'as terminé mais ou pas d'ailleurs. Chacun sait que c'est une course qui est vraiment difficile et qui est vraiment qui grave des instants, des moments vraiment magiques. Dans le cœur de chacun et le fait d'avoir une course aussi longue, donc moins rapide forcément que ceux qui la finissent en 7 heures ou plus, mais on sait que l'effort a été plus long et qu'on s'est battu pour aller jusqu'au bout et c'est vrai que sur chacun des cut-offs
il y avait certains visages, je sais pas si tu repères, mais qui revenaient en fait au cut-off, c'était des personnes de l'organisation qui se déplaçaient en bateau d'une île à un autre, d'un cut-off à un autre, pour s'assurer du passage en temps en heure. Et à chaque fois, ils avaient un petit mot pour nous, sympa, dire ok, bah, c'est bon, vous prenez bien soin de l'autre. Vas-y, ton pote Hermano, il n'a pas l'air au top, mais continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et eux aussi, qui ont fait les dernières centaines de mètres avec nous, c'était vraiment un moment génial. Et c'est vrai que ça, c'est pour moi, comparé à un marathon de Paris ou des courses moins intimistes, d'avoir une course comme ça avec quelques centaines de participants, c'est génial parce qu'il y a un vrai côté humain et on se connaît pas tous, mais on se reconnaît tous au bout de 24 heures. Et donc, pendant cette course, les cut-off, les ravitaux ou à l'arrivée, il n'y a que des visages familiers. Et donc, que tu sois premier, que tu sois dernier, quelle que soit la place à laquelle tu arrives, il y a une reconnaissance, tu le vois dans le regard de chacun, que chacun sait de quoi il parle. On a tous fait la même course. On n'a pas tous vécu de la même manière. Mais il y a vraiment encore ce côté humain qui est vraiment génial. Et c'est vrai que on pourra reparler des prochains challenges à faire en solo ou en binôme. Mais je suis moins intéressé là pour faire des grosses courses avec plein de monde, mais plutôt des parcours plus intimistes. Et c'est pour ça que je pense qu'une des chances du swimrun, c'est de rester encore un sport qui est confidentiel et qui fait qu'il y a ce côté hyper sympa et pas du tout sport business, qui fait que même les premiers sont aussi cool que des amateurs. Et ça reste vraiment dans la manière dont je vois le sport, dans lequel j'aime le vivre. C'est une vraie chance, c'est super. Et c'est tellement pas sport business que les frais d'inscription, c'est 2060 € pour un binôme. Et quand tu gagnes, le premier binôme, il récupère 2000 €. Donc, le prize money est juste anecdotique. C'est finalement le coût d'inscription de la course pour ceux qui gagnent. Ouais, c'est clair. Et on dit qu'on a été dernier, c'est vrai, mais dernier de ceux qui ont terminé, parce que je regarde les chiffres sur les 234 ou 284, sur les 243. Voilà, 243 binômes au départ, entre les personnes qui se sont fait sortir au cut-off ou qui ont abandonné la course, on n'est que 136 binômes à avoir terminé. Donc 44% d'abandon ou d'élimination. Donc on finit dernier, mais le dernier a passé la ligne d'arrivée dans les temps. Et ça, c'est une belle victoire d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de la course dont on rêvait tant. C'est clair, c'est clair. Et puis, petite cerise sur le gâteau, donc Marcus, ce bénévole américain qu'on avait déjà vu au premier cut-off, qu'on a revu au dernier cut-off et qui après, comme on était la dernière équipe, débalisait le parcours une fois qu'on passait. Donc finalement, il a marchoté, couru avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée à Uto. Nous a fait une belle surprise aussi quand on est arrivé. Il nous a emmenés dans un endroit entre guillemets secret pour faire une photo et c'était finalement le tout premier podium de Tilleux, de la toute première course de Tilleux, qui n'était pas au même endroit que là où se passait la remise des prix lundi soir. Et donc, on a eu la chance de pouvoir monter sur ce podium en pierre, faire une belle photo avec Marcus, avec l'océan derrière. Et ça, c'était aussi un beau petit cadeau. C'est clair, c'était la petite surprise. Et d'avoir ça, c'est retourner aux racines de la course. Et c'est vrai que d'ailleurs, les premiers participants, donc les deux binômes d'amis ivres dans un bar en Suède qui se sont dit un jour, tiens, je parie que je peux arriver avec mon pote plus vite que toi sur l'autre île, 70 points plus loin. Et ben là, ils ont mis 24 ou 48 heures, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont mis pas mal de temps. Et en arrivant, ils se sont trouvés cette espèce de podium de fortune et de pierre sur lequel on a pu aller, nous, dans ce spot un peu secret qui revêtait d'une allure de magie et de féerie, effectivement. C'était très cool. Ouais. Bon, alors après, course terminée. On fait des bisous, des câlins à tout le monde, à tous ceux qui sont venus nous féliciter. Très vite, même, on n'avale même pas quelque chose à manger. On va juste chercher la clé de la chambre où on est hébergé parce que franchement, ça, c'est un point aussi qu'il faut bien mettre en avant. Mais l'orga de cette course est juste exceptionnel. On arrive le dimanche
on est pris en charge le dimanche à 14h30 à la gare routière de Stockholm. Et après, on est complètement pris en charge. L'hébergement du dimanche soir, les transports en ferry pour aller jusqu'à Saint-Dame. Le soir, à l'arrivée, après la course, on a le repas, on a la chambre d'hôtel. Enfin, en l'occurrence, là, c'était plutôt un bed and breakfast. Et le lendemain, on reprend le ferry pour retourner à Stockholm pour après pouvoir rentrer chez nous. Donc, on est vraiment en all inclusive pendant ces 48 heures. Ouais, et super esprit. Pareil, on a des petits bed and breakfast, des petites maisons au bord de l'eau en binôme. Donc, on était tous les deux. Et à l'étage, au rez-de-chaussée, il y avait une autre équipe de Suédois. Et donc, ça reste vraiment dans l'esprit cette petite bulle de sportifs pour ces championnats du monde de swimrun pendant un peu plus de 24 heures avant la course, pendant la course et après la course. Et on prend tous le même ferry tôt le mardi matin après la course pour retourner à Stockholm. Et je pense qu'on reste tous un peu sur notre petit nuage pendant pas mal de jours. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour toi, mais c'est vrai que j'ai encore pas mal d'émotions quand je repense à ce beau périple, cette belle aventure. C'est clair. Petit fun fact, hein, on était morts. On a tellement donné que pendant la nuit, on avait tous les deux de la fièvre, on n'arrivait pas à dormir, une belle grosse insomnie. Mais bon, ça, Christophe, tu nous diras ce que tu en penses. Mais je pense que quand on se donne complètement à fond comme ça sur un effort qui dure 14 heures, c'est normal. Et en plus, tu l'as dit, on était deux binômes hébergés dans cette maisonnette au bord de la mer. Les premiers étaient arrivés avant nous, donc ils ont choisi la chambre du bas, et nous, on était en haut. Et quand on n'a plus de jambes, quand on est courbaturé de partout, et que en plus on doit monter, c'était de l'escalade quand même pour monter dans cette chambre. C'était sympa, surtout à 3h du mat, quand on s'est tous tapé une insomnie et qu'on a tous été aux toilettes l'un après l'autre. Nous, il fallait d'abord qu'on descende et après qu'on remonte ces petites marches escarpées. Ouais, le 70 degrés de pente était sympa, ça faisait travailler les genoux, ça aidait. C'est clair. Et tiens d'ailleurs, parce qu'on vous a pas beaucoup entendu, Nico et Christophe, mais le coup de la fièvre, la mauvaise nuit, les sueurs froides après un effort comme ça, c'est normal, Christophe? Ouais, c'est plus la distance est longue et plus je crois qu'on passe des nuits très très difficiles. Même à la rigueur, je me souviens au DK, après le DK, Fabrice, il se levait la nuit pour reprendre la course en fait. Et il tournait autour de la table. Donc c'est un truc de fou. Et puis ouais, de la fièvre, déshydratation, fatigue, mais le corps en a tellement poussé que c'est impossible de dormir pratiquement. Ouais. Bon, on s'est couché à 3h, et puis après, pour reprendre le ferry, il fallait se relever à 6h. On était en forme, pour le coup. Il n'y a pas eu de rechute. Moi, physiquement, enfin, psychologiquement, j'étais pas de down, juste les yeux dans les îles, hein, jusqu'à encore aujourd'hui. Mais et physiquement, non, quelques jours après, donc pas de courbature, rien du tout. Juste quelques jours après, pendant le week-end, quelques pics manque d'énergie, enfin de sucre typiquement. Il y avait de quelques plaques de chocolat ou autres de manière ponctuelle. Mais là, à nouveau, en pleine forme. J'ai hâte de reprendre l'entraînement, en tout cas la remise à l'eau et la remise sur piste. C'est clair. Comment ça s'est passé pour toi les jours suivants? Alors, ce qui était sympa quand même, c'est comme tu l'as dit, pour décompresser, déjà il y a le ferry, il y a 3 heures de ferry pour aller de Uto jusqu'à Saint-Dame, jusqu'à Stockholm. Donc là, on est tous ensemble. En tout cas ceux qui ont fait le choix du ferry. Donc on n'était pas les 500 participants, mais on était peut-être 200, 250, un truc comme ça sur le ferry, avec pas mal de Français. Après, on est plusieurs à être rentrés en train, donc ça aussi c'est sympa. On se retrouve, on a plus ou moins les mêmes trains, on se retrouve dans les gares. On discute, puis après, il y a la dernière séparation quand on arrive à Hambourg et que c'est le moment de se dire au revoir. Pas mal d'émotions hein, quand on dit au revoir à Sylvain, quand on dit au revoir à Sylvain, sa femme, quand on dit au revoir à Ghislain et à Quentin, et puis chacun chez soi. Alors heureusement, nous, on rentre encore tous les deux, donc on prolonge encore un petit peu la fête, et puis après, une fois arrivé à Paris, c'est là qu'on se sépare. C'est le split, mais c'est sûr, oui, non, mais on le sait, hein, quand on vit des moments sportifs, physiques intenses, ça rapproche. Donc nous, on avait déjà une vraie amitié, mais qui s'est encore plus renforcée pendant cette course. Et pareil avec les autres équipes. Et c'est vrai que
entre eux, que ce soit Jérôme et Arnaud ou Ghislain et Quentin, vraiment des super personnes. On a vraiment, je pense, au cours de ces quelques jours et des échanges qu'on a régulièrement sur les réseaux, forger des choses qui sont des relations assez fortes. Et ça, c'est vraiment génial de dire qu'on partage à la fois on a partagé un effort commun, on partage des valeurs en commun, on a partagé des courses en commun. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que c'est une chance, je pense, qu'on a à nos âges, mais comme ça peut être à n'importe quel âge, de pouvoir s'adonner pleinement dans une activité. Alors, elle peut être sportive, elle peut être artistique, elle peut être professionnelle, mais de pouvoir s'engager pleinement et dans une activité qu'on a choisie. C'est pas uniquement un métier dans lequel on se donne à fond, et il le faut pour des raisons financières, pour pouvoir subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, mais aussi de s'engager pleinement dans un objectif et de voir que d'autres personnes le font aussi, et que nous, on s'entraîne. On sait beaucoup par rapport à des gens classiques, mais on fait à peu près 2 heures par jour. Donc, c'est quoi? C'est 10, 12 heures, entre 10 et 14 heures d'entraînement par semaine. Et les champions en font 2 ou 3 fois plus. Mais on sait qu'on a, là, sur 1, 2 ans d'entraînement, tu as 500 ou 1000 heures ou plus pour faire une course qui va durer entre 7 et 15 heures. Et donc, certains pourraient se dire, tout ça pour ça, tu te fais 1500 heures d'entraînement pour 12 heures, et en fait, pourquoi? Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est le fait de partager, de savoir que ce que tu as fait, et tous les autres ont dû faire la même chose pour arriver aux mêmes capacités physiques et mentales pour arriver à faire une course pareille. Et ça lie les personnes. Et de voir qu'on a encore à tout âge, là, la plupart des personnes sont nées avant, dans les années 90, 95 ou après 2000, ou nous qui avons un peu plus de 40 ans, et d'autres compétiteurs ont la cinquantaine. C'est-à-dire que tu partages quelque chose avec d'autres personnes, et surtout, on fait le choix d'une expérience extrême de la vie dans le sport, ça peut être dans d'autres compétences, et ça, je trouve que ça crée encore plus de liens entre les compétiteurs avec nous et avec la nature. Et c'est vrai dans une course comme ça, qui non pas sur du bitume dans une ville, mais à traverser une mer qui est glacée, à traverser des îles qui sont vierges à l'année, qui sont traversées une fois par an par des coureuses et des coureurs, on se rend compte de l'importance de la nature, de notre environnement, et on reprend notre place, non pas d'humain surpuissant, mais plutôt on s'est un peu recadré en sachant qu'on est finalement pas grand-chose, surtout quand on essaie d'aller au bout de nous-mêmes. On passe par des phases où on doit reconnaître la grandeur, la force et la beauté de la nature. C'est clair. On faisait le point on faisait un petit point rapide sur le chemin du retour dans le dernier train qui nous emmenait de Francfort jusqu'à Paris, et on faisait un peu le parallèle avec l'entrepreneuriat ou même avec d'autres implications dans la vie. Mais finalement, je crois que ce qu'on vit dans le sport et ce qu'on a vécu dans cet effort-là qu'est le Tilleux, tu trouves ça nulle part ailleurs. Même si dans l'entrepreneuriat, même si dans ton boulot, même si en tant que salarié, en tant qu'indépendant, tu peux te défoncer, tu vis pas des choses comme ça, comme on a pu vivre dans le sport. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas quelle est ta réflexion quelques jours après, si ça a un peu évolué, si ça a un peu changé, mais même si tu fais face à des challenges, et professionnellement parlant, tu es en train de faire face aussi à des challenges, tu vis pas des choses comme on a vécu il y a 10 jours, quoi. Non, mais je vais faire une petite parenthèse et je vais passer la parole à Nicolas, qui je suis sûr, a un avis dessus aussi. Juste une petite parenthèse. C'est vrai que j'ai réfléchi cette semaine et je me disais quand on est enfant ou adolescent ou jeune adulte, on a régulièrement, quotidiennement ou toute la journée, des sentiments hyper forts de joie, d'excitation, des émotions vraiment très fortes. J'ai l'impression, plus on grandit, à 30, 40, 50 ans, 60, on n'a presque plus jamais ces moments. Alors, tout le monde se rappelle de la naissance, quand on a la chance d'avoir des enfants, de la naissance de ses enfants, ou il y a son mariage, ou ce que tu veux, mais il n'y a pas 30 000 moments. Enfant, on en a des moments aussi forts que ça, on en a toute la journée. Plus les années passent, moins on en a. Et en fait, cette course, c'est surtout ces derniers mètres jusqu'au passage de la ligne de l'arrivée. J'ai eu, perso, je ne sais pas si toi aussi, et si vous aussi, Nicolas et Christophe, mais cette espèce de montée d'hormones, parce que c'est d'adrénaline ou de dopamine, peu importe, mais
vraiment un sentiment qui est pas unique, mais qu'on ne vit que trop rarement dans nos vies d'adultes. Et je pense que ma motivation pour les prochaines courses, comme à chaque fois, c'est de retoucher ces quelques secondes de magie. Alors, est-ce qu'elles sont physiques à cause des molécules d'endorphine? Peut-être. Mais en tout cas, ce moment vraiment hyper fort, on le vit presque plus jamais en tant qu'adulte. Et oui, je me suis prêt à redonner encore 1000 ou 2000 heures d'entraînement pour retoucher ces 20 à 30 secondes d'euphorie. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Non, je suis complètement d'accord. Hein, c'est ce que je dis souvent à ma femme, entre autres. Voilà, c'est que dans ce sport un peu d'extrême et où on va jusqu'au bout, quand on passe la ligne d'arrivée, quelle que soit la position et quel que soit son état, il y a toujours un moment d'euphorie et c'est le moment où on en profite le plus. Et c'est un vrai moment de bonheur. Donc à chaque fois qu'on finit une course, en fait, c'est un vrai bonheur. Voilà, par rapport à l'entrepreneuriat, comme je vous ai un peu soutenu, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus beau soutien que j'ai fait. Et parce que ce que vous avez fait, c'est une vraie leçon de vie. Comme je l'ai écrit, pour moi, c'est une leçon de management. Voilà. Et dans tous les cours et dans les tours de coaching et de management, je pense qu'on devrait raconter votre histoire. Parce qu'il y a eu une vraie. Vous avez tout fait, vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver en forme. Mais au moment du départ, comme partout, il y a eu plein de contraintes, des grandes difficultés, des moments de doute, et vous n'avez pas lâché, vous l'avez fait à deux. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me souviens d'un podcast d'Hermano, où je ne sais plus qui en parlait, et tu disais que justement, quand on finissait une course, voilà, on le faisait pour soi. Et je pense que là, clairement, vous ne l'avez pas fait pour vous, vous l'avez fait pour l'autre, l'un comme l'autre. Parce que j'ai de temps en temps Hermano qui disait ouais, machin, j'étais le boulet. Mais non, tu n'étais pas le boulet parce qu'il fallait une force mentale et tu l'as fait pour Hermano. Et inversement, Fergus, il l'a fait pour toi aussi, il t'a soutenu, il ne s'est jamais mis en avant. Et parce qu'il voulait que vous finissiez à deux. Et donc, alors même si vous voulez expliquer un peu, j'aimerais bien savoir quand même ce que ça fait effectivement de faire une course, pas pour soi, mais pour l'autre. Vas-y, Fergus. Vas-y, je te laisse y aller. Ok, je commence. Déjà, j'ai déjà fait des courses avec d'autres personnes, des amis, comme un marathon, par exemple, où tu es à deux à courir avec un de mes cousins, par exemple, c'était vraiment très sympa. Mais on pouvait passer les lignes d'arrivée chacun à un autre moment. On l'a d'ailleurs passé, pas en même temps, on avait quelques minutes d'écart. Là, sur une course comme le Tilleux, pour des raisons d'esprit de la course qui se fait en binôme, historiquement, qui est toujours le cas, mais aussi pour des raisons de sécurité, notamment en mer. Là, on a une mer qui était d'huile, mais sur certaines années, il peut y avoir une houle avec des vagues de plus de 2 mètres. Tu dois être accroché à ton binôme. Donc, de facto, tu pars avec ça dans l'équation. Ensuite, c'est sûr que si tu vas au bout de la course, tu la passes à deux. Maintenant, pour pouvoir aller au bout de la course, là, l'engagement, il n'est pas juste par rapport à soi. On a tous des motivations. Certains pensent à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs amis, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon cas. J'avais vraiment envie qu'on fasse cette course. Et quand je dis on, ce n'est pas que je fasse cette course, c'est qu'on la fasse. C'est une course qui se fait à deux. Et là, d'avoir cette envie, ce pacte qu'on a pris, en fait, en s'engageant tous les deux, en s'inscrivant à l'Outileux, de dire, OK, on va la faire ensemble. Et donc, ça veut dire que tous les deux, quand on s'entraîne tous les jours, 1-2 heures par jour ou plus, on le fait à la fois pour soi, mais pour l'équipe. Pour toi, Hermano, pour toi, Christophe, qui nous entraîne, et pour toi, Nicolas, qui sponsorise une partie de cette course. Et donc, en fait, on peut penser que les sports comme l'endurance sont des sports individuels, mais que ce soit dans une équipe au sens d'écurie, par exemple, ou dans ce genre de course en binôme, l'engagement, il est pris au moment où tu t'inscris à cette course. Tu es en binôme, tu es à deux, tu t'inscris, tu le fais avec ton entraîneur et tes sponsors. Et la course, tu ne la fais pas que pour toi. Et du début à la fin, en fait, tu peux puiser ta motivation dans les moments durs, dans des pensées positives qui peuvent venir de choses personnelles. Mais au final, en tout cas pour ma part, tu me diras ce que tu en penses, Amano, mais c'est vraiment pour le binôme qu'on le fait. Cette course, elle se démarre à deux et on va au bout à deux. Et c'est ça qui rend la chose pour moi la plus motivante. C'est que ça dépend de toi, mais pas que. Tu le fais pour toi, mais pour l'autre. Et en fait, c'est l'équipe que tu portes et pas uniquement toi et ton rêve ou ta capacité à aller plus loin.
Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je me souviens que plusieurs fois pendant la course, je te disais, je suis désolé, c'est vraiment pas le binôme que tu voulais avoir parce que on pensait qu'on ferait mieux et même on rigolait dans le train à l'aller, on se disait, bah, attends, on est large sur les cut-offs, on est large, même si on court à 7 minutes au kilo, on est large. Bon, en fait, il fallait savoir qu'on court pas. Et tout ça, ça se chamboule. Enfin, quand tu es à 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 heures de course, tout ça, ça se chamboule dans ta tête. Et effectivement, on le sait, sur cette course-là, contrairement à beaucoup d'autres sports, tu ne peux gagner, entre guillemets, c'est-à-dire passer la ligne, que si on la passe à deux. On a eu de la chance cette année parce que les conditions étaient bonnes, parce que la mer était d'huile, parce qu'il n'y avait pas de vent, parce qu'il n'y avait pas de brouillard. Et d'ailleurs, on a eu peur parce que la veille de la course, ils nous ont dit potentiellement il y a du brouillard. Ils annoncent du brouillard. Donc s'il y a du brouillard, on décale le départ. Les cut-offs seront les mêmes. Et puis après, s'il y a vraiment beaucoup de brouillard, on décale le départ, mais on décale aussi le lieu de départ de la course. Et les cut-offs seront les mêmes. Donc on n'avait pas enfin moi franchement jusqu'au premier cut-off de 11h15, je pensais qu'on serait pas embêté par ce sujet des cut-offs et je pensais qu'on serait large. Donc quand il nous parlait des cut-offs au briefing, je me disais ouais bon ok on sera bien et puis même s'il y a un petit peu de brouillard, on sera quand même bien. Les autres gars français qui connaissent déjà un petit peu les conditions et je pense à Ghislain et à Quentin qui étaient eux aussi pour leur première fois à Eutileux, nous ont dit après, quand ils nous ont dit qu'on décalerait peut-être le départ à cause du brouillard, on avait peur pour vous les gars, c'est-à-dire pour toi Fergus et pour moi Hermano, parce qu'ils savaient qu'on manquait d'expérience sur ce type de course et que potentiellement ce serait difficile pour nous. Nous, on y allait, franchement, la fleur au fusil quoi, sur cette histoire-là. Jusqu'à ce qu'on réalise, et que tu réalises surtout, parce que tu as été très lucide à ce moment-là, que ce serait short au niveau des cut-offs. Mais tout ça pour revenir sur le fait qu'on sait que quand on veut passer la ligne de cette course, on doit le faire à deux. Donc, pour répondre à ta question, Nicolas, qu'est-ce que ça fait de courir pour l'autre? En fait, tu cours autant pour toi que pour l'autre, mais tu sais qu'à un moment, il faut que tu t'effaces parce que de toute façon, et c'est ce que j'ai fait sur la course, je peux me plaindre autant que je veux, je peux dire à mon binôme, je suis désolé, je suis qu'une merde, c'est pas ce que tu voulais, on pensait faire mieux. Mais en fait, de toute façon, l'objectif, c'est de finir cette fichue course. Et pour la finir, eh ben, il faut mettre un pied devant l'autre et puis il faut se laisser tirer par le copain quand lui, il a les jambes pour ça. Et il faut juste que la tête, elle pète pas, quoi. Et que tu ailles jusqu'au bout. Et ouais, tu l'as fait pas pour toi, tu l'as fait pour l'indivision qu'est le binôme. Et puis en plus, le binôme, il portait le nom de Christophe Yamas Coaching, donc on n'avait pas le choix, il fallait y aller, quoi. C'est bien dit. Bon, et par contre, Christophe, pour le coup, t'as merdé. Non, t'as merdé parce que normalement, t'es un pro du pacing, mais là, t'as merdé. C'est tes débuts en swimrun, Christophe. On te pardonne. Tu ne sais pas à quel point les parcours de course à pied sont extrêmement difficiles. Vraiment, ça n'a rien à voir avec du trail, encore moins avec de la route. Il faut vraiment le voir pour mesurer à quel point les moyennes vont être dégommées par rapport dans le sens négatif. Et Hermano, comment tu as fait avec ta vision pour y arriver? Pour pas tomber, pour... Et comme je l'ai dit, j'avais qu'un seul choix. Au bout d'un moment, quand j'étais complètement en PLS et que je voyais plus rien, c'était de suivre les pas de Fergus. Alors c'est un pari risqué, hein, parce que souvent, même entre elles, on te dit tu mets pas les pieds dans ceux de quelqu'un d'autre parce que tu sais pas ce qu'il y a en dessous, tu sais pas comment ça va glisser ou autre. Bon là, on avait de la chance parce que c'était sec, donc il y avait pas non plus, il y avait cet aspect technique, mais il y avait en moins le côté humide du trail ou les torrents de boue ou autre. Donc je voyais les chaussures blanches de Fergus et puis je mettais un pied là où lui il mettait ses pieds, quoi, à quelques centimètres près. Donc c'est comme ça que j'ai fait finalement. Et après, on a eu beaucoup de chance parce que je me suis pas cassé la gueule et sinon t'aurais tiré. Sinon je t'aurais porté comme Forrest Gump aurait porté ses amis. Et oui, je me rappelle, ça j'avais oublié aussi que pendant la course, j'avais en tête que tu voyais pas bien, hein, c'est sûr. Et donc, j'essayais à la fois quand on était avec il y avait des descentes 50 cm ou plus, j'arrêtais de tirer pour pas te faire tomber au moment où tu arriverais là. Et je te criais aussi gauche, droite, et j'indiquais les changements de côté et je faisais attention à prendre des chemins qui étaient le moins, enfin des chemins, pardon, sur une route qui est un chemin qui est large de 50 cm, je faisais attention à prendre en balle plus rapide, mais celui qui était avec le moins d'obstacles, de danger pour toi. Et je te prévenais à chacune des branches, attention, branche à tel endroit. Un peu comme un copilote sur un circuit Dakar. Mais ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce problème. On était vraiment
du début à la fin, on courait l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Et toutes les choix dans les moments on devait vraiment aller très vite, notamment dans les forêts. Je faisais les choix et je te les criais. Enfin, je dis Hermano, à droite, attention, racine, deuxième racine. Et ce qui permet effectivement, ce qui t'a permis, au-delà de regarder mes pieds, d'avoir aussi un indicateur vocal. Donc, on revient encore une fois sur la force du binôme et l'adaptabilité. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on n'avait jamais prévu à l'entraînement. On s'entraînait qu'une seule fois ensemble. Le fait de devoir prendre la tête de la course, c'était pas prévu aussi. Et Hermano, pareil. Ça doit être désarçonnant de se dire, OK, avant la course, on se dit que c'est toi qui va tirer l'autre parce que tu as un bien meilleur niveau physique. Et puis finalement, c'est l'inverse. Et tu te retrouves dans une situation comme ça, il faut aussi accepter de te dire que tu vas suivre plutôt que d'être le lead. Et ça se fait ensemble. Et c'est d'arriver des deux côtés, Hermano comme moi, de se positionner l'un par rapport à l'autre dans la philosophie de la course pour que les choses passent bien. On ne s'est jamais ni énervé, enfin, c'était vraiment parfait comme deux frères qui ont quelque chose d'important à faire, d'aller jusqu'au bout en passant par toutes les épreuves, et ça de manière commune. Et tu as raison, Nicolas, quand tu parles de management d'entreprise, comme toi, je suis patron d'une boîte, et alors heureusement, on ne vit pas des choses comme ça dans nos entreprises, mais le fait de s'adapter aussi aux différentes personnes, et c'est pas que d'un fondateur vers ses équipes, mais c'est le cas dans les deux sens aussi, les équipes qui s'adaptent au management et vice-versa. Donc, généralement, pour que ça se passe bien dans la vie, il faut être, je pense, avoir de la souplesse, même si on n'est jamais parfait. Et ça, c'est une belle école aussi qui te remet les choses en place et qui te permet de prendre un peu de recul sur les choses et, si possible, de t'aider à être meilleur dans les autres champs de ta vie, professionnelle, sportive ou familiale. Bon, on vous a pas beaucoup entendu, les gars. Alors, Donc c'est maintenant. moi, je vais juste rajouter une chose qui m'a profondément touché. C'est que le lendemain de votre course, vous m'avez tous les deux envoyé un message pour m'en remercier. Et bien ça, je peux vous dire, c'est super rare. Ah ouais, c'est fou ça. Surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, qui est très individualiste, où tout est dû. Le fait de remercier derrière, vraiment, ça m'a vraiment touché. Surtout tout de suite, alors que je savais que vous étiez plutôt très fatigué. Et vous aviez, à mon avis, d'autres soucis. Donc, merci beaucoup. Voilà. Eh ben, c'est sympa de le noter, mais c'est fou que ce soit qu'on doive le noter. Et après, je suis vachement surpris parce que vous n'avez aucun bobo, quoi. Vous avez l'air frais, pas de traces de brûlure, rien. Non, c'est vrai qu'on a finalement entre la prépa physique, alors ça c'était Christophe, tous les entraînements, et c'est vrai que j'ai reconnu à certains moments de la course qui étaient durs, j'ai ressenti les mêmes difficultés que j'avais eues dans la prépa. Typiquement là, sur la grosse course de Horneux, donc aux 3/4 de la course, avec presque un semi que tu dois faire en trail. Les jambes étaient aussi lourdes que ce à quoi tu nous avais préparé, Christophe. Vers la fin de la prépa, on avait 20 km à courir le matin, une pause de 8 heures et 20 km l'après-midi. Et ça, ces 2 fois 20, ils sont pour moi plus durs qu'un marathon, clairement. Le fait de commencer à laisser encore se reposer plusieurs heures et de repartir, ça te flingue les jambes. Et pour le coup, c'est ce type d'entraînement et les nombreuses sessions à 30 bornes, ça a été de la bonne prépa pour la fin de course. Donc physiquement, ouais, moi, Hermano, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, pas de courbature, pas de crampes, pas de bobo musculaire. Et de l'autre côté, non, je pense qu'on avait aussi, entre ce que j'avais pu expérimenter sur d'autres swimruns et les tips qu'on a pu prendre de d'autres participants, de s'éviter des brûlures, notamment ne pas avoir ces lunettes de natation baissées au niveau du cou qui vont frotter pendant 14 heures. Alors ça, j'ai déjà eu des saignements du cou, c'était pas dingue, mais là, d'avoir les lunettes relevées à l'envers sur le front, voilà, quelques petits trucs, des petits tips qui te permettent de pas t'abîmer. Et puis, on a eu la chance de ne pas tomber. Je pense que dans tous les abandons qu'il y a eu pendant la course, j'ai peine à croire qu'il n'y ait pas eu de membres d'eau cassés sur le terrain particulièrement périlleux. Mais donc, ouais, on s'en est très bien sorti, notamment grâce à toi, Christophe. Merci. Ouais.
Et c'est vrai, pareil, que comme Fergus, un pas de bobo 10 jours après. Bon, j'ai eu du mal à monter les marches et à m'asseoir pendant quelques jours, mais là, ça va quand même mieux. Et puis, je le disais en off, mon fils de 16 ans, il m'a demandé de faire une course avec lui, un petit 10 km. Et donc, du coup, depuis lundi, on court un petit peu tous les jours, tous les deux. Moi, ça tombe bien, j'ai envie de recourir, vraiment. Donc, bon, j'en suis pas encore à courir 10 km, mais un petit 5, 6, mais en plus, en binôme, quoi, avec le fiston. Donc, c'est sympa. On va mettre les ceintures et la longe, comme ça, je pourrais le tirer. Excellent. Christophe, toi, ton ressenti en tant qu'entraîneur et puis peut-être en tant que ceux qui ont suivi la course, parce que je sais que dans le groupe WhatsApp, ça s'excitait un peu. Tina, mon épouse, elle était confiante, mais en même temps, elle pétait un câble parce qu'elle savait pas où est-ce qu'on en était. Le système de suivi était pas au top. Enfin, comment toi, en tant qu'entraîneur, tu as vécu ça? Puis après, en tant que personne? Moi, j'étais certain que vous termineriez la course. Et là où vraiment, j'ai rien dit et ça a été un coup dur, c'est quand tu as eu ton agression 3 semaines avant. Donc, pas d'entraînement de natation, le doigt cassé, le tympan. Et là, j'ai dit, même si tu es préparé, je dis pour les sensations, ça va être limite, quoi. Après, je pensais que ça serait dur. Mais je pensais pas que ça serait aussi dur. Bon, tu étais dans un mauvais jour. Bon, il y a eu tout ça. Mais en tout cas, même pendant la course, le premier cut-off, j'ai vu que vous le passiez. Voilà, j'ai dit à ta femme, j'ai dit, de toute façon, ils vont tous les passer limite. Et il faut tenir jusqu'au point 15 ou 18, le dernier, je ne sais plus lequel c'était. Mais pour moi, c'était clair que vous allez terminer, quoi. Mais ça a été du stress pendant 14 heures. Ouais. Ça a été du stress parce que on a suivi moi, j'ai suivi en direct toute la journée. Le live avait du retard, ça fonctionnait pas. Et après, on regardait vraiment les résultats, les passages de points. Voilà. Et je faisais mes calculs et tout. Et j'ai vu, vous avez doublé. À chaque fois que vous doubliez quelqu'un, il se faisait éliminer en fait. Parce qu'il y avait, il y a eu pas mal il y a eu des moments où vous aviez 6 équipes derrière vous. Et je reviens, pof, il n'y en a plus que 2. Vous en rattrapez à chaque fois et puis il y en a qui passaient à la trappe. Voilà. Mais bon, bon, après, tu as été malade, tu as eu un gros virus aussi pendant la prépa. Hein. Bon, il y a eu le fait que vous vous entraînez pas ensemble toute l'année, vous êtes rencontrés une fois, vous travaillez, père de famille, une famille, enfin, ça fait beaucoup de choses, quoi. Hein, c'est énorme. Donc, moi, j'étais sûr que vous termineriez. Vraiment, je t'envie pas ce que tu as vécu parce que je pense qu'il y a eu des traumatismes. Tu n'as pas eu le temps peut-être par rapport à cette agression de voir un psychologue et tout. Mais en fait, je pense aussi que tout seul, peut-être, tu aurais abandonné, peut-être. Mais que tu as fini, tu t'es accroché pour Fergus. Et ce qui est bien aussi, c'est que Fergus t'a pas mis la pression, quoi. Voilà. Et Fergus, il t'a dit, si tu veux, on arrête et tout. Donc, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas cet état d'esprit, ils te mettent la presse, ils sont déçus. Son rêve, c'est de faire Otilo, il est à Otilo. Voilà, donc on avait dit, de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Là, on a été servi. On était servi, hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, que dire non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est sûr que ça a été mentalement, ça a été 10 heures l'enfer, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est fait. On peut pas te l'enlever. On peut pas te l'enlever. Voilà. Mais voilà, moi de mon côté, pendant l'épreuve, là, ouais, ça a été. On s'appelait souvent avec ta femme. Et ouais, c'était stressant, mais je savais que. Je voyais à quel point tu devais souffrir, que vous deviez souffrir, parce que toi, je savais pas que c'était toi, mais j'ai dit, putain, ils doivent en chier. Mais après, j'étais certain que vous termineriez. Je sentais que vous allez terminer. Là, je confirme parce qu'on a échangé un peu
par SMS et par WhatsApp. Ouais. Et Ouais. à chaque fois, il me dit, on t'inquiète, ils vont finir. Ouais, Tu je le l'avais sentais bien bien. senti. Ouais, je le sentais bien, je calculais et heu et après je me suis dit, hem, ils ont passé un cut-off, 2 cut-off et je disais à Tina, j'ai dit: «Le dernier cut-off, ils vont le passer, tu vas voir, limite, ça a été à 30 secondes, 45 secondes» et voilà, quoi. Voilà. C'est le cas. Mais c'est vrai, c'était comme dans les films, quoi, 007, quoi et c'est vrai qu'il m'a envoyé un message, Nicolas, il m'a dit, «Ils sont dans le dur». Je dis: «Ouais, ils sont dans le dur, ouais». Bon, voilà. Parce qu'à un moment, dans le suivi, je crois, dans le premier tiers, où globalement, vous n'avez pas bougé pendant 10 minutes, quoi. Ouais, ça déconnait, ouais. Ouais, Ouais, le live ouais, était pas, enfin, le live de ouais, l'organisation devait pas bien fonctionner. ça déconnait, ouais, ouais, ouais. Et en fait, vous étiez jamais dernier, Ouais, sauf sur la fin, quoi. bah, Ouais, quand les- tout le monde s'est fait éliminer, ouais. on rattrapait les gens qui se faisaient éliminer ou qui abandonnaient, ou Ouais, des gens ouais, devant nous qui abandonnaient, quoi. ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont même pas quitté le départ, hein. Il y en a, ils sont restés Ouais. sur le Ouais. je sais pas ce qui s'est passé, hein. Il y en Sur a les dès la première nage, ils étaient out. Ils étaient out. Ouais, voilà. Ouais, c'est premiers ça. problèmes de combi ou autre, ça arrive, hein, t'imagines, tu dis l'eau à 16 degrés, ma combi lâche, bah, je vais faire Ouais, torse nu sur 14 heures dans de l'eau à 16 ouais, degrés. ouais. Je comprends que des gens puissent abandonner, Non, mais non, mais les permes, après, c'est sûr que, dans une course, on imagine comment ça va se passer, toujours. On imagine le lieu, on imagine comment ça va être. Même si j'ai regardé les reportages, on n'imaginait pas que c'était aussi dur que ça Mmh. et c'est vrai que c'est ceux qui, vont faire les courses et vraiment qui donnent, des conseils et c'est vrai que c'était plus, à faire, comme tu dis, des rochers, de sauter de rochers, des entraînements comme ça, quoi, voilà, c'était ça. Ouais. Bon, voilà, bon, j'ai pris le contrat, heu, je savais que ça serait compliqué, mais j'en ai chié aussi. C'est peut-être pas la meilleure place, hein, derrière l'écran, finalement, mais bon, voilà, moi, je doutais pas, quoi. Il y a le prochain nous Ouais. non défi, on le plus, fait tous les on l'a 4. fait. Pardon, Tu disais, Je Nicolas? dis, le prochain défi, on le fait tous les 4. Ouais, Allez. voilà, on va faire Parfait. du VA. Euh, Ouais, ouais. non, mais tu vois, en termes de pacing, je pense que tu prends les mecs que tu prépares pour l'UTMB, Ouais. tu prends le pacing que tu leur mets entre le 150 et le 170, et c'est à peu près l'allure que tu as sur Otilo Ouais, en termes de ouais, c'est course. ça. Ouais. Et en termes de difficulté, parce que même si on est frais dès le début, en fait, la partie la plus technique, elle est vraiment au début, elle est vraiment sur la première moitié, mais c'est extrêmement difficile. Pas physiquement parlant, mais mentalement Ouais. parlant. Et ça, Mentalement, ouais. Ghislain, quand on avait fait l'avant-dernier point, il nous l'avait dit, il nous avait dit, les gars, vous allez vous cramer mentalement parce que c'est ça qui est difficile. C'est l'aspect technique, c'est poser le pied, où je le pose, comment je le pose. Et Ghislain, quand il avait fait Uto, il l'a fait tout seul. Il n'était pas en binôme. Toi, Nicolas, de ton côté, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais j'ai deux questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu nous soutenir? Et deux, maintenant qu'on est là autour de la table en train de débriefer, qu'est-ce que tu ressors de ça et est-ce que ça te donnerait envie de soutenir d'autres gars comme nous ou même nous sur d'autres conneries qu'on pourrait avoir en tête? Ouais, alors pourquoi je vous ai soutenu? Je l'ai dit un peu au début. Bon, Fergus, je te connaissais pas, donc, mais Hermano, je trouve que tu donnes beaucoup pour le triathlon et pour nous. Voilà, jeune triathlète dans tout ce que tu fais à travers tes podcasts, etc. Ta personne, parce que je trouvais que tu quand même, t'as quelques difficultés, tu te plains jamais, tu es toujours de bonne humeur, tu as toujours le sourire. Donc, on a envie de t'aider, quoi. Voilà. Et puis, voilà, c'était pour te remercier pour tout ce que tu faisais pour nous, triathlètes amateurs qui t'écoutons toutes les semaines. Voilà. Un peu pour Christophe aussi, parce qu'il m'accompagne bien et puis je l'adore. Voilà, donc c'était le début. Voilà, je me lance dans un truc, on verra bien, quoi. Ils ont l'air sympathiques. Donc, Merci. ce que j'en ressors, un peu ce que j'ai dit, vraiment plein de bonnes choses. Et voilà, pour les prochaines, je vous soutiendrai, mais je viendrai avec vous. Ah yes. Voilà, si j'y arrive encore avec mon grand âge.
Non. Mais oui, bah, j'en ressors que du positif parce que vous avez fait ressortir toutes les valeurs qui me tiennent à cœur. Voilà. Pour info, j'en ai parlé à mes équipes. Voilà. Je suis dans un club de sport, donc le podcast, je vais leur envoyer. Pour moi, vous êtes un vrai exemple et je pense que ce week-end, je vais en chier. Voilà, et donc, je penserai fortement à vous. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme course? Je fais le Ventoux-Man. Ah, bon, on pensera à toi. Voilà, On donc je vais un pensera peu bien en chier. à toi. Mais je penserai à vous. Et je me dis, t'as pas le droit d'abandonner, quoi. C'est trop facile. Ah, Donc, mais ouais, c'est mais Il y a le, je il y a le continue. il y a le Natureman derrière aussi après. Ouais, ça, c'est l'année prochaine. Mais ça, j'ai déjà fait, donc je sais ce que c'est. Ah. Ventoux-Man, je sais pas encore. Ouais. Ouais, une petite bosse au milieu. Oui, il paraît. Ah. Ouais. Mais je connais bien le Ventoux, mais Bon, bah écoute, j'ai en une tout mauvaise cas, expérience au mois d'avril. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça parce que même sans ton soutien, on l'aurait fait quand même, mais ça nous a bien aidé. Et encore une fois, pas que sur le soutien financier, mais aussi sur tous les petits échanges de messages qu'on a pu avoir avant, les petits coups de boost, enfin voilà, tu as toujours été là et ça, c'est super sympa. Pour finir sur le fait que tu as bien apprécié notre prestation et que tu trouves que ça vaudrait exemple, et ben, quand tu veux, hein, on vient me pitcher tes équipes. Hein. Je pense que Fergus, Mais il est plus pourquoi pas, un c'est une petit bonne idée. ingéant de train prêt et moi non plus. De toute façon, pour venir à Aix, il faut que je repasse par Paris. Donc, je passerai chercher Fergus et puis on redescendra après sur Aix. Et puis, on viendra pitcher tes équipes avec grand plaisir. Et voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter d'autres petites choses, les gars. Bah, Kiki, on a perdu. Fergus, tu voulais Non, rajouter un non. truc? Non, le mot de la fin, je vais te le laisser. Moi, j'ai vraiment partagé toutes les. D'habitude, on parle d'entraînement, on parle de ressenti, mais là, on était plus sur les émotions. Et c'est hyper important, je pense, de partager ça. C'est un effort physique, mais là, on a vu que dans cet épisode que ça allait bien au-delà de ça, que ce soit le partage, le don de soi, le faire pour l'autre et pas mal d'autres valeurs qui sont propres au sport et notamment au sport d'endurance et en binôme. Donc, c'est un plaisir de partager ça aujourd'hui avec vous et je vous laisse le mot de la fin, chers amis. Christophe, un petit mot pour finir? Non, non, l'important, c'est mission accomplie, quoi. Voilà, ça se termine bien. Ça a été très difficile. Mais bon, voilà, heureusement que ça se termine comme ça, même si ça a été très, très dur. Donc, voilà, je pense, ouais, je le redis, ça aurait pas pu être pire, je crois. Mais dans cette difficulté, quand même, vous passez la ligne et puis tous les deux, vous avez eu le bon état d'esprit, voilà. Donc, non, non, chapeau. Moi, je suis très content, très heureux pour vous. Hein. J'aurais été super déçu, mais je suis super heureux pour vous. Et puis voilà, il faut refermer ça et, et ne Et préparez la pas. suite. Oui, préparer la suite, mais voilà, et ne pas se dire avec des si, avec des si. L'important, c'est d'avoir terminé. Voilà. Merci. Nicolas, un petit mot pour finir? Pour finir, bravo, vous avez réalisé votre rêve. Voilà. Parce que je me souviens du premier épisode où vous y croyez, mais vous doutiez quand même pas mal. Donc vous l'avez fait, donc un grand bravo à tous les trois. Voilà. Et puis je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré, découvert, voilà, parce que vous êtes trois très très belles personnes. Donc je suis vraiment content que vous l'ayez fait, même si c'était dans la douleur. Mais ce qui rend la chose encore un peu plus belle. C'est clair, merci. Merci beaucoup pour ton soutien, Nicolas, depuis le début. C'est hyper sympa. Et merci à Christophe. C'est vrai que pour boucler sur ce que tu disais, Nicolas, on pouvait être un peu dans le doute au début, mais comme toujours, le travail paye. Et donc, plus tu avances dans le temps, si tu suis le plan d'entraînement, que ce soit pour du sport ou pour du boulot ou autre, plus tu te prépares, plus tu es confiant parce que tu te crées les capacités, les dispositions pour aller atteindre ton objectif. Et bien sûr, il y a toujours des galères en cours de route, pendant l'entraînement ou pendant la course, mais le plus tu es préparé, le mieux
tu augmentes tes chances d'aller au bout de l'objectif. Donc, et c'est ce qu'on a fait. Donc, merci à toi, Nicolas, d'avoir sponsorisé une partie de cette course. Et merci à toi, Christophe, de nous avoir coaché avec tes sessions personnalisées depuis le début. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on bosse ensemble. Donc, merci qui nous a permis d'aller au bout de cette course et pour moi, d'aller au bout d'un rêve dont je rêvais depuis plus de 10 ans. Donc, un grand merci à tous les deux. Et à toi, Hermano. Mais ça, bien sûr, sans toi, je n'aurais pas fait cette course. On l'a fait à deux et ça, j'allais presque l'oublier, mais parce que c'est comment dire, c'est dans l'ADN du truc. C'est une course qui se fait à deux. Donc, de toute façon, la course, on l'a faite ensemble. Donc, merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve, Hermano. Bah, merci à vous trois aussi pour avoir joué le jeu, pour m'avoir permis aussi à moi d'atteindre un rêve. Je me souviens que je découvrais le Tilleux un peu comme beaucoup de Français en regardant le reportage d'Intérieur Sport de Canal+ sur le canapé d'un copain. D'ailleurs, je te fais un petit bisou, moi, June, parce que c'est à cause de toi tout ça. Mais il y a d'autres conneries, d'autres défis qui viendront. Juste avant de boucler, deux petites choses. Un, pour ceux qui se demandent combien ça coûte d'aller à Tilleux, bon, on passe sur les frais d'entraînement parce que ça c'est propre à votre entraîneur, à votre partenaire d'entraînement. Et Christophe est super cher, donc voilà, non, je blague. Christophe fait du super boulot, donc c'est normal. Mais on a fait un petit point rapide au niveau des dépenses et en comptant la nourriture, l'alimentation, le ravitaillement, le voyage, etc. En gros, faut compter 4500 balles à deux sur quelques mois de prépa et puis le voyage jusqu'en Suède, etc. Donc voilà, c'était un petit point financier juste avant de finir. Et puis, pour ceux qui sont de la même génération que nous et qui avaient connu les Guignols, j'ai envie de finir en voilà, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ce podcast s'arrête aujourd'hui puisqu'on a fait notre débrief. On a atteint notre objectif. Mais les podcasts ne s'arrêtent pas, hein, Nico. Je continuerai à essayer de tendre le micro à des personnes inspirantes et qui vont pouvoir permettre d'apprendre à d'autres amateurs, à d'autres néo-triathlètes, à d'autres néo-swimrunners comment faire. On n'a pas eu l'occasion de tendre le micro à d'autres Français quand on était en Suède parce qu'on avait d'autres choses en tête, même si j'avais pris mon micro avec moi. Mais il y a d'autres interviews de swimrunners et swimrunneuses qui vont venir. Ce sera sur le podcast Devenir triathlète. Celui-ci, il s'arrête. On laisse la place à Mathieu et tous les copains de l'Instant Swimrun. Justement, tiens, tu vois, c'est beau, Fergus. On est connectés. Mais voilà, on laisse la place aux copains de l'Instant Swimrun et en particulier à Mathieu Poulain qui fait ça très bien de parler de swimrun et un gros bisou aussi à Mathieu qui était là pour faire le suivi live français alors qu'il est blessé, il n'a pas pu faire la course, il a dû déclarer forfait à quelques jours avant la course alors qu'il est champion du monde, enfin, il était champion du monde en titre, donc ça a dû être difficile aussi pour lui d'être là, de supporter les copains mais de ne pas pouvoir défendre son titre avec son binôme, donc une grosse pensée pour tous les copains, toutes les copines françaises et français qui étaient là et puis aussi aux autres podcasteurs et à Railway to Tilleux qui nous ont bien soutenus, bien aidés et bien conseillés aussi. Voilà, des gros bisous à tout le monde. C'est toujours difficile de se séparer, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, salut les gars. On fait un rappel. Allez, bonne entraînement à tous. Salut. Merci. Salut. Ciao. Bon, ça y est, c'est fini. Ah là là. On pourra faire un rappel. On pourra interviewer d'autres Français ou les copains. Ouais. On fera des rappels et puis je parle avec Mathieu demain justement. J'aimerais vraiment bien faire ce gros débrief avec tous les Français. Alors ça va être compliqué à gérer parce que même un épisode de 2 heures, ça veut dire que tout le monde aura 5 minutes de temps de parole. Mais c'est pas grave, ça peut être sympa de laisser un petit peu tout le monde parler, s'exprimer. Et puis je vais voir si Mathieu est chaud pour le faire. Si lui est pas chaud pour le faire, j'essaierai de l'organiser de notre côté. Donc il y aura un épisode rappel. Mais je pense que ce serait sympa de le faire et puis de le passer plutôt chez Mathieu parce que c'est lui l'ami du moins en France, quoi. Ouais, c'est clair. Super. Voilà. Bon. Allez, génial. Comment tu te sens, toi? Physiquement bien mieux vraiment depuis samedi dimanche ça va mieux, mentalement c'est plus difficile, je rumine encore pas mal toute cette histoire, c'est surtout on l'a dit, hein, l'impression d'avoir pas été au rendez-vous, d'avoir pas livré ce que j'aurais dû livrer, mais à chaque fois ça se ponctue par mais on l'a fait quoi, bordel de merde. Ah ouais. Donc c'est ça le plus beau de toute façon. C'est sûr. Et vraiment,
je vois ce que je n'étais pas dans ta situation, mais quand j'avais fait le petit javelin cette année, j'étais mal. C'est une petite course, tu vois, 20 plus 5. La fille avec qui je le faisais, elle était beaucoup moins forte. Enfin, j'étais dans une meilleure forme physique habituellement. Et là, c'est elle qui me tirait. Je nageais encore pire que là, vraiment à gauche, à droite, dans tous les sens. J'ai fini les 3 derniers kilomètres en boitant sur le côté. C'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et vraiment, on aurait pu. Franchement, si on n'avait pas fini, je t'aurais proposé qu'on garde ça comme motivation pour se gagner une place et y retourner dans un an ou deux. Mais là, on l'a pas fini. On l'a pas fini. On était dans un monde parallèle. On l'a pas fini. Il faut y retourner. On l'a fini. Donc, si on veut, on peut le refaire, mais on n'est pas forcé. Pour moi, la croix, elle est faite à la craie. Hein. On l'a fini. Et il n'y a pas de. On peut toujours faire mieux. Et c'est comment il s'appelle Hugo Tormento, là, avec son binôme, il y a quelques années, quand ils font les 7h59, est-ce qu'ils auraient rêvé de passer sous la barre des 7? Bien sûr, mais est-ce qu'ils s'en foutent? Après eux, dans les interviews, ils disent pareil, c'est pas ça la question. On a fait quelque chose, et nous, c'est pareil. Moi, franchement, j'entends ce que tu me dis par rapport à toi, mais vraiment, et je peux pas t'aider beaucoup plus que ça, mais je dirais, te prends pas la tête. On voulait la finir et on se l'est redit jusqu'au départ de la course. Ouais. On veut, c'est finir la course. On a pu la finir et en plus, on le finit avec une histoire de dingue pour nous, donc on sera pas là toujours. Je pense qu'elle a encore plus de saveur comme ça, cette course, que si elle avait été facile. Hein. Non, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci encore pour tout, de m'avoir tiré jusque là-bas. Et puis, tiens, juste pour le souvenir. Ah, j'en avais une aussi dans ma poche, je l'ai jetée cet après-midi. Donc, la carte de Girona 7, là, de l'hôtel où on était, et puis la carte de l'hôtel à Stockholm. Ça, c'est pour le souvenir entre nous. Bon. Non, mais vraiment, merci beaucoup, Hermano. Et je sais que tu l'as fait au moins en partie pour me permettre de réaliser le rêve d'aller au bout. Donc, bravo. Et c'est un exemple, hein, franchement, de te voir dans toutes ces galères physiques et matos d'aller au bout. C'est vraiment, vraiment balèze. Hein. Moi, j'ai eu peur que ce soit avant la course d'être moi dans un mauvais jour comme je l'avais été sur la dernière javeline. Et là, non, coup de bol, j'ai pu prendre le relais, mais ça arrive à n'importe qui. Et c'est pas. Enfin voilà, tu as eu des grosses galères perso avant qui auraient mis à mal n'importe qui. Et tu es allé au bout. Franchement, tu peux être hyper fier de toi. C'est assez dingue ce que tu as réussi à faire. Hein. Être préparé, c'est facile de dérouler quand tu es prêt. Mais quand tu n'es pas prêt, c'est pire. Et quand tu pensais être prêt et qu'en fait tout s'acharne contre toi et que tu le fais quand même. Ouais, c'est pas facile. Tu peux l'entendre et il faut le digérer et l'intégrer. Mais vraiment. Moi, je suis hyper fier d'avoir fait cette course avec un mec comme toi. C'est très, très fort ce que tu as fait mentalement. Merci. Bon, on va arrêter parce que tu vas me faire chialer. Allez. Non, mais encore une fois, c'était vraiment cool. Je t'embrasse bien fort. On reste en contact pour la suite, pour des rappels ou autres. Il y aura d'autres défis. Et puis Paris, c'est quand même un hub. Donc, je serai amené à repasser et je serai amené à repasser t'embêter. Et ben, quand tu veux, avec grand plaisir. Super. Ça marche. Merci pour tout. Thierry Hermano, bonne soirée. Allez, ciao.